Merci. Alors, être bousculé dans notre vision de la nature, c'est pas difficile. Hein, c'est pas difficile de bousculer un échafaudage branlant. C'est quoi notre vision de la nature? C'est des spots publicitaires, c'est quelques dessins animés, comme ce dessin animé, ce documentaire de Walt Disney où les lemmings se précipitent tous dans l'eau, en grande colonne. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de ça. Ils ne font jamais les lemmings dans la nature. Ils sont cons, mais il y a quand même des limites à la connerie chez les lemmings. C'est un petit peu de Bible. Hein. Et puis 1 heure de SVT par semaine. Mais qu'est-ce que c'est 1 heure de SVT par semaine par rapport à la pub? La vision que nous avons de la nature, oui, les SVT, c'est ce qu'on appelle les sciences naturelles, pour ceux qui ont les cheveux un peu blancs. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Cette pauvre heure d'enseignement, et encore que dans le secondaire, par rapport à tout le reste qui s'accumule. Alors, il y a des vieux restes, notamment, qui datent d'Aristote. C'est la fameuse échelle des êtres. Hein, alors, selon Aristote, il y avait une échelle qui allait du simple au complexe. Alors là, je vous mets la version médiévale. Le complexe et le parfait, c'est les anges et Dieu au-dessus. Et vous voyez, vous avez les plantes, les animaux, les hommes. Alors, à l'époque des Lumières, on décapite évidemment ça et on dresse une nouvelle version de ça. Cette nouvelle version de ça, c'est l'échelle des êtres naturels. Alors, vous voyez que voilà, vous avez les plantes qui sont en dessous des insectes, qui sont en dessous des coquillages, des serpents, ensuite il y a les poissons au-dessus, puis les oiseaux, puis les quadrupèdes, les singes, les orang-outans, et l'homme au-dessus. Alors, position tout à fait singulière de l'homme. Je suis sûr que vous avez entendu parler de ça. À l'époque, on parlait des plantes supérieures, des plantes inférieures, des champignons supérieurs, des plantes... Ah ouais, d'accord, bah c'est ça en fait. Hein. Et ça, bon, c'est pas du tout une vision moderne, mais c'est toujours là. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des organismes supérieurs et des organismes inférieurs, et ça épouse complexe et simple. Bon. Alors évidemment, il y a aussi ça, hein. Tout traîne, cette idée qu'on a été chassé du paradis parce qu'on a fait des bêtises. Alors évidemment, maintenant, on ne le dit pas comme ça. Ce qu'on dit, c'est pas ça. On dit, il y avait un équilibre, puis on a bouleversé cet équilibre. Alors vous allez voir, des équilibres dans la nature, il n'y en a pas. C'est le bordel. Ça change tout le temps. On va voir ça ensemble. Hein. Mais on se dit, voilà, il y avait un équilibre naturel qui se réalisait. De très bons sites, hein, par ailleurs. Attention. C'est des très bons sites, par ailleurs. Mais voilà, et donc de grandes étendues ont vu leur équilibre bousculé. En fait, en gros, il y avait un paradis, on a fait des conneries, et on l'a perdu. Voilà le genre de bêtises qui traînent, et en fait, il y a plein de mythes qui sont hérités, qui viennent, faute qu'on ait vraiment pris en main l'enseignement d'une vision moderne du monde naturel, qui viennent pourrir notre vie, notre vision du monde, et vous allez voir, qui viennent pourrir notre lien au monde, et vous allez voir, qui viennent tuer. Parce qu'il va y avoir des morts, je vous préviens. Alors, un des mythes, c'est le mythe de l'autonomie. Soi-disant, il faut être autonome. Hein, votre maman et votre papa vous l'ont dit, quand tu seras grand, il faudra être autonome. Alors, peut-être que c'est vrai en société, mais qu'en est-il de l'autonomie? Un ami à moi a passé quelque temps sur Mars, et il a vendu l'idée qu'il était seul sur Mars. Vous l'avez vu ce film? Est-ce qu'il était seul sur Mars? Ben non, les patates. Mais pas simplement les pommes de terre. Vous vous souvenez que pour qu'elles poussent, il est obligé de mettre dans le sol martien les crottes de ses compagnons d'aventure. Hein, il ouvre des sachets pour mélanger ces crottes au sol et amener de l'azote, du phosphate, et des bactéries sans lesquelles ces patates n'auraient pas poussé. Matt Damon, il n'est pas seul sur Mars. Parce qu'il a besoin de manger, déjà, rien que ça. En plus, bon, le vivant, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir à quel point nous sommes dépendants de plein d'espèces vivantes. Ouvrez votre frigo, simplement. Regardez-moi, le ver à soie, le cotonnier, le mouton, le bœuf. Vous y êtes? Et oui, pour manger et pour se vêtir. Dans ce frigo, vous n'oubliez pas les emballages. Et donc, ce qui se passe derrière ce frigo, c'est que vous voyez que vous êtes dans plein d'écosystèmes où vous n'êtes pas physiquement, mais dans lesquels ce que vous faites a un impact. Vous êtes des organismes qui consomment des choses dans le champ de pommiers, pardon, dans le verger de pommiers où les pommes ont poussé, ou dans le champ où ont poussé ces carottes. Vous y êtes, vous êtes des membres de ces écosystèmes. Et quelque part, vos gestes de consommation, ce geste de consommation-là, il y a un endroit où quelque chose a été produit pour ça, et je le justifie. Enfin, c'est produit parce que moi j'achète. Vous y êtes? Vous êtes dans plein d'écosystèmes virtuellement. Vous avez des liens à plein d'écosystèmes externes, comme celui-là, ou encore celui-là.
Alors vous allez me dire, ah c'est joli de dire que finalement je suis un peu dans... C'est une jolie image, mais pas du tout. Ça tue. Parce que comme on ne le gère pas, et qu'on laisse faire n'importe quoi là-bas, et bien en fait, comme vous êtes lié à ces écosystèmes, ça tue. On vous dit, le poisson, pas plus de 2 fois par semaine. Mais pourquoi? Hein, c'est ce qu'on recommande. Et en faisant varier l'origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, les eaux littorales où on pêche le maximum de poissons sont pleins de mercure et de plomb. Et ce mercure et ce plomb, figurez-vous, bah, ça passe dans les poissons et ça passe en vous. Donc pas plus de 2 fois par semaine, et en variant la source, des fois que malheureusement, il y a un endroit où il y a plus de mercure ou plus de plomb qu'ailleurs. Vous y êtes? C'est paradoxal, hein, parce que le poisson pourrait en manger plus souvent. C'est plutôt bon pour la santé. C'est riche en acides gras insaturés en plus quand on les choisit bien. Bon, c'est pareil, dans les champs, on utilise des pesticides, et vous, eh ben, la moitié de cette salle, par exemple, est contaminée par du lindane. Ça vaut être interdit en 98, il y en a encore dans le sang de la plupart des gens ici. Vous y êtes? Et puis alors, aussi, on est pollué au cadmium, parce que les engrais minéraux, les engrais phosphatés qu'on utilise dans l'agriculture, figurez-vous que le phosphate minier qu'on utilise, il est contaminé par du cadmium, qui est un métal lourd extrêmement toxique pour la santé. Ça entraîne des désordres rénaux, ça entraîne des désordres hépatiques, mais plus, ça entraîne le plus 3% de cancer du pancréas par an en France. Alors vous allez me dire, ça c'est bien, parce que là, au moins on n'en a pas les autres, hein. En 3 mois, en moyenne, c'est résolu. C'est vrai que d'un point de vue budgétaire, c'est intéressant le cancer du pancréas. Après, si c'est dans notre famille, c'est moins drôle. Et puis, ce cadmium empêche l'ossification et explique sans doute 30% des problèmes d'ostéoporose en France. L'ostéoporose, c'est quand une dame âgée tombe, se casse le fémur ou un truc comme ça, et après, elle ne se relève pas. Elle commence à partir alors qu'elle était en bonne santé par ailleurs. Vous y êtes? Ça tue, hein, le cancer du pancréas aussi. Je vous dis, ça tue. Ce lien, quand on ne le gère pas, il existe vraiment et il est vecteur de mauvaise nouvelle. Alors, rassurez-vous, un peu plus tard dans cet exposé, vous allez voir venir les bonnes nouvelles, parce que ce lien peut aussi vous requinquer. Mais pour l'instant, vous voyez, quand on ne le gère pas, eh ben, c'est le bordel. Voilà. Alors, promis, on en reparle, et en reparlant bien, vous allez voir une solution, et vous allez voir, ça va être vous la solution. Mais, en attendant, il y a d'autres écosystèmes auxquels nous sommes liés, et alors ceux-là, ils ne sont pas visibles, non pas parce qu'ils sont loin, mais parce qu'ils sont trop petits pour être vus. Votre organisme contient 10 000 milliards de cellules humaines. Mais à côté, aussi bien sur les surfaces de votre organisme que dans les cavités, le nez, le tube digestif surtout, le vagin, au creux des oreilles, vous êtes bourré de microbes. Vous avez autant de microbes que de cellules humaines dans l'intestin. Alors, comme ils sont plus petits, beaucoup plus petits que vos cellules, ça fait 1 à 2 kilos. Ça va, c'est pas embarrassant. Vous en avez 10 fois moins, soit 1000 milliards sur la peau, même une peau bien lavée. D'ailleurs, l'odeur de la peau, que ce soit l'odeur un peu de noisette de la peau bien lavée ou l'odeur de gruyère de la peau pas bien lavée, c'est l'odeur de microbes. Voilà. Et vous en avez, alors beaucoup moins encore par ailleurs, une paille, hein, 100 milliards, là, on peut presque ne pas le noter. Vous y êtes? Et ça représente 8 à 10 000 espèces de bactéries ou de champignons unicellulaires. Vous êtes un zoo, monsieur. Vous êtes un zoo plus diversifié que le plus cher des zoos du monde qui montre le maximum d'espèces. Vous y êtes. On embarque une diversité considérable. Et tous ces microbiotes, comme on les appelle, tous ces ensembles de microbes, le microbiote de la peau, celui des poumons, celui du digestif, c'est des écosystèmes embarqués. Alors, moi, quand j'ai fait mes études, on disait oui, bah, ils sont là, ils mangent, et puis maintenant, on sait qu'en fait, eh ben, ils participent à plein de fonctions. Digestion, régulation du métabolisme, protection parce qu'ils s'opposent à l'arrivée de maladies, ils régulent le système immunitaire, et ils ont des effets sur le système nerveux. Comment on sait ça? Eh bien, c'est tout simple. Comme on n'en a pas pris soin, ces microbiotes commencent à avoir des compositions appauvries, modifiées, et tout ça marche moins bien. Dans un pays, dans une civilisation occidentale qui a réussi à éliminer les microbes qu'on ne veut pas, on voit exploser les maladies de la modernité. Le diabète, l'asthme, la sclérose en plaques. En fait, on voit exploser les maladies qui correspondent à toutes ces fonctions dont je vous parlais. On voit des fonctions du métabolisme qui déraillent, diabète, obésité, du système immunitaire, quand il surréagit, allergie, asthme notamment, ou maladie auto-immune, où là, le système immunitaire se met à attaquer votre organisme. C'est par exemple la sclérose en plaques
ou la maladie de Crohn. Et puis aussi les maladies du système nerveux, autisme, Parkinson, Alzheimer, burn-out. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors évidemment, ces maladies sont complexes. Leur déterminisme n'est pas égaux génétiquement face au risque de ces maladies. Et puis, la façon dont on vit va ou non nous conduire à risquer ces dysfonctionnements. D'accord? Mais toutes ces maladies, j'ai bien dit, toutes, elles ont une caractéristique. C'est que les gens qui les ont, leur diversité d'espèces, ils ont autant de microbes que les gens qui sont en bonne santé, mais qui appartiennent à moins d'espèces et qui ne sont pas exactement les mêmes. Cause ou conséquence de la maladie? Eh bien, quand on donne les microbes des gens malades à des souris, elles prennent du poids, on le sent plus sucré, discutent moins et interagissent moins avec les copains de cage, commencent à avoir des réactions à des choses auxquelles elles ne réagissaient pas avant, ou présentent des débuts de dégénérescence neuronale. Alors, ça veut juste dire que des microbes pas bien choisis, l'absence des bons microbes est une des causes de l'entrée dans ces maladies. Pas la seule, j'y reviendrai. Mais vous voyez, l'idée c'est que derrière, quand vous retirez des espèces, bah, c'est comme un jeu de Jenga, vous savez les jeux de taquet là. Quand à un moment ça s'écroule, ça ne marche plus. Parce qu'il manque des espèces, il finit par manquer des espèces vitales à ce que ça fonctionne bien. Nous dépendons aussi de ces écosystèmes, nos microbiotes ont des rôles, et aujourd'hui ce lien, eh bien lui aussi va mal, et du coup, eh ben, on en meurt de ça, ok? Vous y êtes? En tout cas, on ne vit pas bien, mais on vit moins longtemps. Ouais? Ça va? Ben non, ça va pas. Quand on compare le contenu, la diversité des espèces, parce qu'une fois de plus, des cellules, de microbes, il y en a autant, mais quand on compare la diversité des espèces qui sont présentes entre des gens qui vivent pas du tout à l'occidental ou pratiquement pas en Amazonie et des occidentaux, on s'aperçoit qu'il y a bien moins d'espèces. Tant mieux d'ailleurs pour certaines d'entre elles. Parce qu'on a éliminé un certain nombre de choses dont on ne veut pas. Mais on a acheté les bébés, enfin, les bébés, des bébés avec l'eau du bain. Parce qu'on a aussi jeté des trucs qui étaient utiles. Dans ce diagramme, les points, c'est des gens, et ils sont d'autant plus près que leur composition microbienne dans le tube digestif est semblable, et d'autant plus loin que c'est dissemblable. Vous voyez que les États-Uniens qui vivent à l'occidental, sont très différents des Amazoniens, surtout des Amazoniens pas contactés du tout envers les Yanomami. Vous y êtes? En fait, et ça, quand on a perdu de la diversité, et du coup, notre lien à ces écosystèmes internes, ces microbiens, fonctionne moins bien. Et ça coûte cher. Ne parlons même pas du désarroi humain. Ça coûte cher. D'accord? Rien qu'en euros. Et puis alors, si vous croyez en l'homme, c'est terrible, quoi, parce que c'est quand même des conditions de vie diminuées. Bien. Alors, alors là, effectivement, on se dit, ouh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Et en fait, renverser les choses. Ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve de la diversité, donc on arrête de faire des choses qui la retranchent inutilement. C'est quoi? C'est d'abord tous ces réflexes pour nettoyer comme des dingues autour de nous. Réflexes qui nous font prendre pour un argument publicitaire que quelque chose tue 99,99% des bactéries, alors que ça veut dire quoi? Un, que c'est plus cher, et que deux, du coup, eh ben, vous êtes inabordable puisque votre environnement est complètement stérile. Du vinaigre, une brosse, et voilà quoi, on n'est pas obligé de... Voilà, pas obligé de se rincer les dents avec un liquide qui tue toutes les bactéries. Ça va? Il faut vivre propre, pas excessivement propre. C'est pareil, le gel hydroalcoolique, vous savez, tout le monde continue à s'en tartiner les mains sous contexte de Covid. En fait, on sait très bien que le virus de la Covid n'est pas manuporté. Il ne passe pas par les mains. Donc c'est pas la peine, il faut arrêter ça, ça sert à rien. Bon, si vous voulez, vous portez un masque. Et puis en période de grippe et de gastro-entérite, là, vous frottez les mains avec du gel hydroalcoolique parce que ça, par contre, c'est porté par les... Mais que à ce moment-là, le reste du temps, c'est n'importe quoi. Bon, tout le monde est content de se frotter les mains. Alors, ça, c'est les trucs qu'il ne faut pas faire. Un autre truc qu'il ne faut pas faire, c'est manger trop d'aliments riches en conservateurs et en émulsifiants et en édulcorants, parce que ces molécules-là tuent vos microbes. Vous pensez sans doute qu'on mange trop d'antibiotiques. C'est pas vrai, on n'en mange pas tout le temps. On en mange quelques fois, puis voilà, c'est fini. Non, 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 le vrai problème, c'est édulcorant, émulsifiant, conservateur.
Ben ça, il y a ça dans tous vos produits de beauté, et il y a ça dans tous vos aliments industriels. Concluez dans votre coin. Après, on peut aussi non seulement arrêter les conneries, mais aussi on peut aider ces microbes. Et notamment au niveau du tube digestif, il faut manger des fibres. Alors on dit souvent que les fibres ça améliore. Et ça c'est n'importe quoi, parce que oui ça l'améliore, mais c'est comme si vous dites ah moi j'ai acheté une voiture rouge parce que j'aime bien le rouge. Ouais mais j'espère qu'il y a une autre raison. Non? En fait, les fibres, ce sont ces choses qu'on trouve dans les végétaux, les fruits, les champignons aussi, les légumes, et ces molécules sont indigestes pour vous. Par contre, vos microbes, ils les mangent. Ils se nourrissent de ça. Et ils ont besoin de ça pour être là. Et ces microbes, ensuite, ils améliorent votre fonctionnement, notamment votre motilité gastrique, la capacité de vos muscles à faire avancer le bol alimentaire. Donc, notamment, au passage, ça améliore le transit, mais ça améliore aussi le fonctionnement du système immunitaire. Ça évite les états inflammatoires qui débouchent sur des inflammations chroniques, genre rhumatisme ou autre. Vous y êtes? Et d'ailleurs, ça finit en cancer des fois, parce que les molécules que libère le système immunitaire quand il s'active, elles sont mutagènes, elles provoquent des cancers. Donc vous réduisez vos risques de cancer aussi. Hein. Alors vous allez me dire, voilà, est-ce qu'il faut que je mange du brocoli, est-ce qu'il faut que je mange de la pomme? Mais non, de tout, parce que ce n'est pas les mêmes fibres de l'un à l'autre. Donc il faut manger une diversité de végétaux, donc 5 fruits ou légumes par jour, 90 grammes chaque portion, ok, et 20 à 25 fruits ou légumes ou champignons différents par semaine, céréales comprises. Céréales comprises. Pas facile en hiver. On a intérêt à avoir quelques bocaux de réserve, parce que les fruits de saison, enfin les légumes de saison ne sont pas au rendez-vous. Ça va? Et bien vous voyez comment les liens aux écosystèmes extérieurs peuvent vous aider à augmenter la qualité des liens à vos écosystèmes intérieurs. Vous y êtes? Ben, en fait, il y a des solutions en creux. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que ces liens sont une façon de faire solution. Alors, j'ai écrit il y a longtemps un livre sur les microbiotes qui est encore en vente, qui s'appelle Jamais seul, parce qu'on est toujours accompagné, ou soit une plante, un animal ou une civilisation. Je vous laisse découvrir ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes liés à des écosystèmes externes et internes, on a des liens très puissants, et que cette dépendance, on n'est pas autonome, mais cette dépendance-là, c'est une opportunité pour notre santé si on la prend en main. Bon. Autre mythe, celui de l'équilibre. J'en parlais tout à l'heure, pour moi, c'est une espèce de résonance de l'âge d'or ou du paradis perdu. L'idée qu'il y aurait un équilibre et qu'on l'a foutu en l'air. Mais il n'y a pas d'équilibre dans le monde vivant. Il y a un truc qui s'appelle l'évolution. L'évolution, le fait que les espèces changent perpétuellement, intuité par Lamarck, c'est un des produits des Lumières à la française, hein, la notion d'évolution, et dont Darwin a proposé un mécanisme, la sélection. Alors, je vous explique comment ça marche. À un moment, il y a une diversité d'individus dans l'espèce, ou une diversité d'espèces. Et puis, il y en a qui sont plus ou moins adaptés. Et ceux qui sont les plus adaptés, ils vont pouvoir faire plus de descendants que les autres. Bon, ça s'appelle la sélection. Et ils font des descendants. Ils se reproduisent, comme on dit. Alors, j'ose à peine écrire ça. Pourquoi? Si vous avez eu des enfants, vous observerez qu'ils vous ressemblent, mais ils sont un peu différents quand même, non? Même bizarrement, des fois. Pourquoi? Parce que vous leur avez donné une partie de vos gènes, votre partenaire aussi, mais pas tous vos gènes, et du coup, ils sont une nouvelle combinaison de gènes. En plus, il peut y avoir des mutations qui se produisent, c'est-à-dire des changements génétiques. Alors, avantageux ou pas. Donc, en fait, on ne se reproduit pas à l'identique. On produit un descendant qui nous ressemble. Souvent, il y a des éléments de ce qui est avantageux, mais pas forcément que. Ça va? Et ça fait une nouvelle diversité, dans laquelle la sélection va trier et permettre à certains de produire des descendants qui ne sont pas exactement identiques. Donc une nouvelle diversité. C'est ça l'évolution. C'est pas dur, hein? Et ça, c'est ce qui fonctionne tout le temps, donc ça veut dire que bah, ça change, quoi. Ouais, ça change. Et n'oubliez pas que du coup, il y a des perdants. Ceux qui meurent tout de suite, ceux qui font moins de descendants que les autres, et du coup, au bout de 3-4 générations, bah, on ne voit plus leurs descendants. Vous y êtes? Il y a des perdants. Hein. C'est un jeu cruel. Ne me dites pas que la nature est bien faite. Quand vous n'êtes pas bien adapté, ben, vous vivez mal et vous avez moins de descendants. Surtout, vous vivez mal. Hein. Du point de vue de l'organisme, c'est surtout ça qui est triste. Alors, prenons par exemple la couleur de la peau chez l'homme. Vous savez que la couleur de la peau est infiniment variable chez l'homme, mais il y a une caractéristique, c'est que plus on s'éloigne de l'équateur, plus les populations sont blanches,
plus on va vers l'équateur, plus ils sont noirs. Pourquoi? C'est tout bête. Chez nous, il faut que les ultraviolets pénètrent un peu dans la peau, donc il faut qu'elle soit assez transparente, pour aider à faire de la vitamine D. D'accord? Donc, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, quand on s'éloigne de l'équateur, il faut des peaux claires pour faire de la vitamine D. En revanche, quand on est à l'équateur, il y a énormément de lumière, et là le risque, c'est qu'il y ait beaucoup d'UV qui rentre, trop par rapport à ce qui est nécessaire, et que ça fasse des cancers de la peau. Donc, une peau noire, eh bien, elle absorbe et elle protège des UV. Ça va? Donc, les Afro-Américains, ils sont en déficit de vitamine D, parce qu'ils sont noirs au nord, et les descendants d'anglo-saxons, donc il en manque en gros 2 à 3 fois, ils ont 2 à 3 fois pas assez de vitamine D. Et les descendants des anglo-saxons qui vivent en Australie, ils ont 3 à 4 fois plus de cancer que les aborigènes, cancer de la peau, malgré les chapeaux et tout ce qu'ils mettent. Vous y êtes? Alors, vous remarquez que maintenant, on s'en fout. Là, on met de la crème solaire, et là, on prend des gouttes de vitamine D en automne. Vous y êtes? Donc aujourd'hui, c'est pas... Mais historiquement, voilà la sélection. Et au passage, il y a eu des morts. Il y a les trop blancs au sud et les trop noirs au nord. Ouais. En tout cas, ils ne sont pas morts brutalement, mais ils ont moins de descendants que les autres, et on ne voit plus leurs descendants. Ça va? Il y a aussi eu des épisodes comme la peste noire. On sait très bien que quand la peste noire, en Europe, au XIIIe, XIVe siècle, a décimé 30 à 50% de la population, en fait, il y a des individus, il y a des types génétiques qui ont disparu, parce qu'ils étaient très sensibles à la peste noire. Et quand la Covid est arrivée, oui, il y a eu des perdants. Les cimetières, en fait, c'est pas n'importe qui est dans les cimetières de la peste noire. C'est pas tous les individus, c'est certains individus surtout, certains types génétiques surtout. Alors quand la Covid est arrivée, David Johnson, c'est bien son prénom, hein, non, Boris Johnson a tenté de jouer le même jeu en Angleterre. Bon, il a vite arrêté. Mais la Covid, on sait très bien que les cas extrêmes, les cas graves, c'est pas n'importe qui génétiquement. Il y avait certains individus qui étaient prédisposés génétiquement à faire ça. Ça va? Alors on n'a pas attendu ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vacciné. Et là, vous voyez un truc, c'est que je vous parlais de crème solaire ou de gouttes de vitamine D. Aujourd'hui, on a aussi une évolution culturelle qui nous permet de ne pas simplement supporter la sélection naturelle. Ça va? Mais n'empêche, voilà. On a une évolution culturelle. Alors d'ailleurs, c'est quoi l'évolution culturelle? La culture, vous savez, c'est toutes les choses que l'on sait, toutes les pratiques que l'on a, toutes les valeurs, tous les savoir-faire. À un moment, il y a une certaine diversité. Et il y a des trucs qui marchent et qui ne marchent pas. Par exemple, quand vous habitez au second étage d'un immeuble, sauter par la fenêtre pour aller dans la rue, ça ne marche pas. Ça va? Donc on a tendance plutôt à prendre l'escalier. Du coup, dans tous ces savoir-faire et ces pratiques, il y en a qui sont plus adaptés que d'autres. Et celles-là, les enfants ou les voisins les recopient plus. Si votre voisin il a une façon d'avoir des plantes qui poussent bien, bah, vous allez le limiter. Vous y êtes? Et du coup, eh bien, les traits, les caractères, les comportements, les savoir-faire qui marchent, eh ben, ils se reproduisent. Sauf que quand vous imitez votre voisin, vous n'y arrivez pas très bien. S'il y a des enseignants parmi vous, ils savent très bien quand on corrige les copies que les gamins, ils essaient de recopier ce qu'on leur a dit, mais il y a toujours un peu de bruitage, vous y êtes? Et dans ce bruitage, il y a des pas bonnes idées, et puis des fois, il y a des trucs qui permettent d'améliorer le schmilblick. La recherche, c'est ça, par exemple. C'est essayer des tas de trucs bizarres, puis de voir qu'est-ce qui marche. Ça va? Et du coup, c'est pas exactement la même chose que ce qui marchait, qui est reproduit par les enfants ou par les voisins. Vous y êtes? Et ça fait de la diversité. Bah, si c'est pas le même mécanisme, hein, sauf que là, c'est au niveau des informations culturelles qui se propagent entre les gens ou entre les générations. Mais c'est le même mécanisme. Donc nous, on a une évolution culturelle et une évolution biologique. On a les deux, mais on a mieux. Les deux discutent par-dessus notre tête, figurez-vous. On a une évolution bioculturelle. Regardez. Il y a plein de populations qui se sont mis à cultiver des céréales, et donc à manger beaucoup d'amidon. Du riz en Asie, du blé et de l'orge en Europe, du maïs en Amérique. Il y a aussi plein de civilisations où on s'est mis à manger, à boire du lait. C'est-à-dire à avoir des vaches et à les traire pour boire le lait. C'est pas partout, hein, c'est des populations africaines, c'est en Europe. Vous y êtes? En Inde, on ne traite pas les vaches. Les vaches, on ne les traite pas, ils ne boivent pas le lait.
Eh bien, partout où on a fait ça, figurez-vous que ça a influencé l'évolution des populations. Les Européens et toutes les populations qui mangent beaucoup d'amidon, parce qu'elles ont des céréales en grande quantité dans leur alimentation, ont évolué et ont maintenant des caractéristiques génétiques qui permettent de mieux digérer l'amidon grâce à la salive. Une enzyme qu'on appelle l'amylase salivaire qui s'attaque à l'amidon. Eh bien, vous, elle est 1,5 fois à 2 fois plus efficace que celle des gens qui continuent à chasser et à cueillir des tas de choses comme, je ne sais pas moi, des pygmées ou des esquimaux. Ouais, ça a sélectionné ceux qui étaient capables de mieux digérer. Entre nous, ça veut dire que ceux qui digéraient moins bien ont eu moins de descendants que les autres. Hein. Aussi. Ouais. Partout où on boit du lait, les gens se sont mis à digérer le lactose à l'âge adulte. Et oui, normalement, chez les mammifères, la capacité de digérer le lactose, qui est le sucre majeur du lait, disparaît au sevrage. S'il y a des intolérants au lactose, ici, ils sont normaux pour des animaux. Mais partout où il y avait du lait, ça a sélectionné ceux qui sont capables de le boire parce que ça faisait une source de... Voilà. Et vous savez que quand on est intolérant au lactose, ça abîme beaucoup le tube digestif. Par contre, si vous êtes tolérant au lactose, vous pouvez boire le lait tout de suite, vous n'êtes pas obligé de faire du fromage, qu'on peut vous chourer, d'ailleurs, avant que vous ayez le temps de le manger. Ça. Et donc, finalement, on a sélectionné des traits culturels comme cultiver des céréales ou faire du lait. Ça a sélectionné des traits biologiques comme bien digérer le lait ou bien digérer les céréales. C'est pas inattendu, mais vous voyez que la culture a déterminé des changements biologiques. Pas beau ça? Avec des perdants. Alors, des perdants, il y en a encore. Hein. Aujourd'hui, les types de régimes alimentaires qu'on a, eh ben, il y a des gens qui réagissent à ça en prenant du poids. L'obésité en France va galopante, hein, même si on est en retard sur les États-Unis, on y va, hein, et on se retrouve en fait avec un problème tout bête, c'est qu'on a une alimentation très riche, et qu'il y a encore parmi nous des gens qui ont eu du succès avant, à l'époque où il n'y avait pas grand-chose à bouffer. Et là, ça reposait sur le fait de faire des réserves à tout prix. Et du coup, quand il n'y a plus rien à bouffer, mais maintenant qu'il y a beaucoup à manger, eh ben, ils tendent à avoir du surpoids. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'obésité, elle a plusieurs causes. Là, je vous parle de sa cause génétique. On n'est pas égaux devant l'obésité. Bien sûr, ça dépend aussi de votre microbiote et de la façon dont vous mangez. C'est multicausal, hein, je reviens à ça. Une des causes, c'est ça. Et ça, c'est de la sélection en route. Vous voyez qu'en fonction de votre poids, bon, si vous êtes trop maigre, c'est pour les femmes, ce diagramme. Si vous avez un indice de masse corporelle faible, bon, vous ne pouvez pas avoir de petits, parce que vous n'arrivez pas à les nourrir pendant la grossesse. Si vous avez des indices de masse corporelle trop élevés, eh ben, vous avez des avortements et des problèmes à avoir des enfants aussi. Vous sentez que ça veut dire que l'obésité, c'est de la contre-sélection en cours. Alors, c'est pas pour dire, ah ben c'est normal, non. C'est pour dire, là, il faut se reprendre. En gros, on n'est pas adapté à ce qu'on mange, et quand même, on choisit ce qu'on mange, d'accord? Il faut peut-être qu'on se reprenne et qu'on ne mette pas certains des nôtres dans la situation de se retrouver là. Ça va? Mais c'est de la contre-sélection par rapport à une nourriture qui a changé et à laquelle certains d'entre nous ne sont plus adaptés. Ça va? Les règles de l'évolution, ça tue, hein? Oui. Là encore, il y a des morts. Nous avons donc une évolution culturelle, une évolution biologique et une évolution bioculturelle. Alors là, franchement, on est une espèce qui est super évolutive. Et qu'est-ce qu'on sait de la théorie de l'évolution? Oh, vaguement que c'est une théorie qu'on a vue au lycée et on ne sait pas s'en servir. Et je vais vous dire, c'est un peu dommage. Parce qu'à force de ne pas s'en servir, on se tire des balles dans le pied. Je ne parle même pas de l'obésité. Regardez. L'augmentation de la résistance aux antibiotiques. On donne un antibiotique à des bactéries, on sélectionne celles qui supportent l'antibiotique. Et plus vous utilisez le produit, plus la proportion de bactéries résistantes aux antibiotiques augmente. C'est logique. C'est l'évolution. Les dorifores, en une cinquantaine d'années, comme on leur a donné des insecticides, eh bien, on a sélectionné ceux qui étaient résistants, et vous voyez qu'ils sont devenus résistants à une cinquantaine d'insecticides en 50 ans. Un par un. Aujourd'hui, on perd ces outils. Alors vous allez me dire, les insecticides, c'est peut-être pas une bonne idée. Ok, n'empêche qu'on a perdu la guerre en utilisant ces insecticides. Les coins, on a beaucoup utilisé de glyphosate aux États-Unis en 50 ans, de nouveau. On voit qu'on a une trentaine d'espèces résistantes au glyphosate qui sont apparues. Des plantes qui poussent même s'il y a du glyphosate. Ce qui fait qu'il y a des coins aux États-Unis où la question d'utiliser le glyphosate ou pas ne se pose plus. Ça ne marche plus. On remporte des victoires terriblement
sont passagères, et ça tue. La résistance aux antibiotiques touche 100 000 personnes par an en France. C'est-à-dire que vous vous soignez avec un antibiotique et ça ne marche pas, et il y en a 12 000 qui meurent chaque année. 45 000 en Europe. C'est-à-dire l'équivalent de ce qui est tué par la pollution atmosphérique en France. Vous y êtes, ça tue. Alors vous allez me dire, oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise l'évolution. Par exemple, on fait des trithérapies. On donne 3 drogues ou plus d'ailleurs. Le virus qui va être capable de survivre, il faudra qu'il ait 3 ou plus mutations en même temps qui lui assurent d'être résistant à chacune des drogues. Mais la probabilité de ça est toute petite. La probabilité de devenir résistant à un truc par une mutation ou par un changement, ça va. 2 à la fois, ça devient dur. 3 à la fois, c'est carrément improbable. Le bilan, c'est que les gens qui ont le sida et à qui on donne 3 ou plus drogues, et ben, toute leur vie, ils vivent très bien. Pourquoi? Parce que le virus ne contourne pas. Et deuxièmement, comme le virus ne contourne pas, et vous devenir résistant à ça, vous mourrez quand même, puisqu'il y a ça. Comme les virus ne deviennent pas résistants, vous pouvez mettre des toutes petites doses qui font même pas mal à l'organisme. Vous y êtes? Vous n'êtes pas obligé de pousser la dose pour que ça marche quand même. Et donc, les gens qui ont le sida aujourd'hui vivent assez bien, parce qu'ils ont peu d'effets secondaires de molécules qui prennent en petites quantités, et comme ils les prennent ensemble, le virus, il est coincé. Alors, vous allez me dire, ah oui, c'est spécial. En fait, ce qu'on a fait là, c'est un mur évolutif, d'accord? C'est quelque chose qui fait que l'évolution des enmetteurs n'arrive pas à trouver la solution. Et d'ailleurs, ça existe en agriculture. Vous avez ici 2 champs, les travaux, ça date des années 90, où on a une variété de blé, et là, un mélange de variétés, dont celle qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, elles sont bien mélangées, hein. Elles poussent à la même hauteur, elles sont mûres en même temps, ça va? Bah, on met au milieu de la rouille jaune, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un feu de paille, parce qu'une fois que le champignon s'est adapté à ça, quand il passe là, c'est la même variété, donc il bousille, il passe là, c'est la même variété, il bousille, vous y êtes? Si jamais c'est un mélange variétal, alors quand il a réussi là-dessus, il arrive là, et c'est pas la même chose. Donc tous ceux qui sont passés de là à là réussissent pas, les quelques-uns qui arrivent à réussir, ils passent là, et hop, c'est encore une variété différente, donc ça marche pas, et bien le moment où vous enclenchez la sulfateuse, vous y êtes. Je vous ai promis une solution pour les pesticides, ben, elle est là, le mélange variétal. 4% de la surface céréalière en France, ne me demandez pas pourquoi, mais ça c'est un mur sélectif, quoi. Le champignon ne peut pas s'adapter à ce genre de truc. En tout cas pas vite, c'est récolté avant. Et on mettra un tout petit peu de pesticides seulement. Ça va? L'évolution, elle est multiple, permanente et utilisable pour sauver des vies, pour sauver des récoltes. Ça va? Là, c'est positif, ça. Oui, bah, sauf que personne ne le fait. Et nous, on est condamnés à évoluer. On ne peut pas changer. Il n'y a pas d'équilibre. Et comme disait le poète, ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, nous ne pourrons jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour. Vous avez reconnu la Martine, le lac. Et ça, c'est notre histoire. Le poète ne dit pas à propos de l'évolution. L'évolution lui donne une raison de plus d'avoir raison. On y va. Les déchets. Autre mythe, les déchets. Prenons les choses par des images. Vous aimez ça? Non. Et vous allez voir tout à l'heure que non, non et non. Et ça? Alors, respirez un peu là. C'est la Hétraie à côté de l'université de Gdansk, où j'enseigne une équipe de recherche aussi. Nous sommes à Gdansk, dans les collines de sable, les environs de... C'est joli, hein? Vous aimez? Vous avez vu les déchets? C'est pété de feuilles mortes. Les plantes, elles jettent leurs feuilles comme... c'est honteux, quoi. Et non seulement ça, mais vous avez respiré, hein? C'est quoi que vous respirez? De l'oxygène. Et l'oxygène, c'est quoi? Bah, c'est du pipi gazeux de plantes. C'est un déchet de la photosynthèse qu'elles évacuent sous forme gazeuse pour que ça parte mieux très loin. Vous y êtes? Vous avez vu les déchets, là? Et vous les aimez. Vous avez raison. Parce que l'oxygène, sans, vous ne seriez pas en train de m'écouter. Et les feuilles mortes, en fait, elles vont se décomposer et faire de la fertilité.
vous recyclez l'oxygène, et là il y a des champignons et des bactéries qui recyclent les feuilles mortes. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est tout bête. Quand il y a des déchets qui sont produits par une espèce, ça sélectionne ceux qui les utilisent. Les premières plantes qui ont fait de la photosynthèse ont sélectionné vos ancêtres. Les feuilles mortes ont sélectionné les champignons qui... Et alors, au bout de quelques temps, un vieux déchet, eh ben, il a un rôle, puisqu'il est recyclé. Le problème, c'est les jeunes déchets. D'ailleurs, à une certaine époque, l'oxygène fut un jeune déchet. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Il n'y avait pas d'oxygène sur Terre avant les premières cellules photosynthétiques. C'était des bactéries à l'époque, ce n'était pas des plantes. Et elles ont commencé à faire la photosynthèse. Et elles ont commencé à faire de l'oxygène. Et en fait, l'oxygène, c'est superoxydant, n'est-ce pas? Voilà. Ça fait des radicaux libres. Donc, autour d'elles, il y avait des tas de trucs qui ne supportaient pas l'oxygène et qui sont morts. Mais il y a plus. D'autres espèces, et elles-mêmes, ont grandement souffert d'un petit détail pratique. Je vous remets à cette époque-là. Il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a pas de couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est de l'oxygène modifié. Ça va? Hein, c'est une molécule, c'est 3 atomes d'oxygène. L'oxygène co-aspect, c'est 2 atomes d'oxygène. Donc, il n'y a pas de couche d'ozone. Donc, il y a des UV qui tombent sur les continents. Vous ne pouvez pas habiter. La seule façon d'habiter sur Terre, c'est d'être dans l'eau. Parce que l'eau filtre les UV. Et vous êtes dans l'eau, vous vivez très bien, l'oxygène arrive. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'oxygène, il va faire rouiller le fer dans l'eau. C'est-à-dire qu'il réagit avec le fer qu'il y avait dans l'eau, et donc les organismes ne savaient pas très bien le fer. Et brutalement, il y a 2 milliards d'années, au moment où les bactéries commencent à faire de la photosynthèse, le fer tombe rouillé au fond de l'océan, donne des formations qu'on appelle des fers rubanés, qui pour nous d'ailleurs sont des mines, au sens vrai. Plus de 90% du fer qu'on exploite a 2 milliards d'années. C'est des gros gisements d'il y a 2 milliards d'années. Pourquoi? Parce que tout l'océan a rouillé et a donné de la rouille. Et la rouille, ça ne reste pas dans l'eau, ça tombe au fond. Comme dans une eau ferrugineuse. Ça tombe au fond. Ça va? Ah oui, non, mais ça ne l'est pas parce que du coup, il n'y avait plus de fer. Aujourd'hui, encore dans l'océan, sur Terre, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut habiter sur Terre et sur Terre, il y a le fer des roches. Pas de problème. Mais aujourd'hui, vous vous mettez au milieu du Pacifique et vous voulez qu'il y ait plus d'algues et plus de poissons, vous pouvez ajouter de l'azote. Vous pouvez ajouter du phosphate, du potassium, tout ce que vous voulez, ça ne fera rien. Il faut ajouter du fer. Ça fait 2 milliards d'années que l'océan est complètement anémié. Et c'est pour ça qu'on pêche le poisson près des côtes. C'est que là, il y a du fer qui vient du continent avec les rivières et les fleuves. Vous y êtes? Au milieu du Pacifique, au milieu de l'Atlantique, il n'y a rien à pêcher. Il n'y a que dans les eaux côtières, comme celle de Grande-Bretagne, drame pour nos pêcheurs, que la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, c'est les eaux côtières, oui, parce qu'il y a du fer. Donc, ces connes, là, en inventant la photosynthèse, non seulement elle tue tout ce qui est autour à cause de l'oxygène, mais en plus, elle se tire une balle dans le pied à elle et aux autres, en supprimant le fer dans le seul endroit où on peut vivre à l'époque, l'océan. Le bilan, c'est que, après ce moment à 2 milliards d'années où commence la photosynthèse, il se passe ce qu'on appelle the boring billion. 1 milliard d'années où les paléontologues nous disent on ne voit pas beaucoup de vie et on ne voit pas apparaître de nouvelles formes du tout. Ça va prendre 1 milliard d'années et finalement il y en a qui vont trouver la solution, comme vos ancêtres, qui supportent l'oxygène et en plus vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'utilisent pour le respirer. Et le déchet est devenu une ressource. Mais n'empêche que vous voyez qu'il y a eu un moment où une espèce qui est apparue a foutu le bordel avec un nouveau déchet. Et ça a coûté cher. Ça va? Donc finalement, ce qu'on fait, nous, c'est pas hors nature de faire des déchets, y compris des nouveaux déchets. Simplement, c'est un peu con. On va le revoir. En tout cas, l'équilibre, il y a 2 milliards d'années, d'accord? Il n'y a pas d'équilibre. Il y a une nouvelle espèce qui est apparue et qui tue le bordel. Ça va? Il n'y a pas d'équilibre. Il y a une évolution perpétuelle avec le meilleur et le pire dans cette évolution. Vous apprenez à digérer le lait, très bien. Il y en a qui apprennent à faire la photosynthèse, catastrophe. Bon, vous avez compris que donc le problème, c'est les déchets, les nouveaux déchets qui ne sont pas recyclés. Ça, c'est un vrai problème. Et j'y reviens. Ça, c'est le drame. En plus, comme il y a peu d'organismes, il y a des organismes qui arrivent à manger un peu le plastique, ils ne sont pas très efficaces encore. Donc, je pense que dans 10 millions d'années, c'est bon. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Du coup, les plastiques, ils se fragmentent. C'est tout ce qui peut leur arriver. En morceaux de plus en plus petits. Et ces microplastiques,
ils finissent par être tellement petits que d'abord ils rentrent partout, ils se glissent dans les végétaux, de là dans la viande que vous mangez, donc de là dans votre organisme, sans compter ceux que vous respirez. Et au total, on dit que nous en mangeons l'équivalent d'une carte bleue par semaine. Nous en ingérons une carte bleue par semaine, oui. Dispersés dans la nourriture. Et quand ils ont fini de se briser, ils se brisent en tout petits morceaux qui sont en fait des toutes petites molécules. Et ces molécules, en fait, c'est des molécules qui donnent des cancers ou qui sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que ces molécules miment le rôle de nos hormones, mais pas au bon moment. Bref, la fin de la fragmentation des microplastiques, c'est des molécules toxiques. Alors, il y a des preuves que notre environnement est plus toxique. Ce n'est pas que les microplastiques, c'est aussi les PFAS, vous avez entendu parler des polluants éternels peut-être, c'est aussi les pesticides, c'est aussi les conservateurs et les émulsifiants qu'on mange, ok, hein, mais on pense que l'homme aurait créé plus de 350 000 molécules qu'on appelle des xénobiotiques, le mot tout à l'heure pour dire xéno-étranger biotique à la vie, c'est des choses que l'homme, qui n'existaient pas dans le monde vivant avant l'homme. On en crée encore 5000 par an, et en parallèle, qu'est-ce qu'on voit? En 50 ans, la concentration du sperme en spermatozoïde a été divisée par 2. Ça, c'est pas un signe de bonne santé. Hein. Les femmes aussi ont perdu en fertilité, mais le problème en Occident, si vous voulez, c'est que les femmes aussi font des enfants de plus en plus tard. Et alors, elles font les enfants quand elles veulent. Hein. Leur corps leur appartient, c'est pas mon problème. Mais le truc, c'est qu'on a du mal à démêler la baisse de fertilité des femmes qui est due au fait de faire des enfants plus tard et qui est due à des causes de fertilité intrinsèque. Ça, on ne sait pas bien distinguer. Pour les hommes, c'est clair, hein, il suffit de compter les spermatozoïdes. Bon. Là, en 50 ans, toujours, depuis les années 70, donc, les cancers des 0-19 ans ont augmenté de 40% en France. Alors que la qualité de l'air s'est améliorée. Ok. Il n'y a plus de poussière en ville, il n'y a plus de fumée d'usine ou de chauffage. Hein. Ça va? Ça, c'est des signes très forts qu'en fait, ces molécules sont en train de nous abîmer. Qu'en fait, il y a tellement de molécules dans l'environnement qu'aucun d'entre nous n'est adapté à toutes ces molécules. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le mur sélectif, qu'on ne sait pas mettre en face des emmerdeurs, eh bien, je crois qu'on est en train de le monter molécule par molécule. Et je reprends ma conclusion, l'ignorance tue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les déchets sont tous visibles? Ben, il y a déchets et déchets. Il y en a qu'on ne peut pas se permettre. Je crois que c'est clair. Les plastiques, toutes les molécules additives qui finissent dans l'environnement, la couleur de ton liquide de nettoyage, l'odeur de ton liquide vaisselle. Pourquoi? Un liquide vaisselle doit être jaune ou vert et sentir la pomme qui n'est pas de la pomme. Enfin, ça correspond à quoi cette merde? C'est un code et c'est plus cher. Ah bah oui, il faut mettre le colorant et le produit odorant. C'est n'importe quoi. Plus si ça sent, c'est que ça va au cœur de vous. Hein. Ah oui. Bon. Alors, il y a quand même des super déchets et il est temps d'aller voir ces déchets qui, par contre, eux, sont des solutions parce que c'est des vieux déchets et que, justement, ils peuvent avoir un rôle. Et je vais vous montrer un endroit qu'un grand architecte viennois, Hundert Wasser, approchait de la façon suivante. Il disait souvent, l'homme a cherché l'éternité, il a cherché partout l'éternité de l'âme, et de toutes les façons, sans savoir que c'était là. L'urine et les fesses que vous mettez à la cuvette des toilettes, c'est plein d'azote et de phosphate. D'ailleurs, jusqu'au 19e siècle, on vidait ça, on vidait les fosses d'aisance dans les champs. L'urine, par exemple, regardez, c'est 11 grammes d'azote par personne et par jour en moyenne, et 0,7 grammes de phosphore, soit à peu près 8 grammes de phosphate par jour. L'urine, et puis d'une moindre dimension les fesses, en plus l'urine, c'est pas contaminé par des microbes. Si vous excluez le premier jet, après c'est un liquide pur. Si vous avez besoin de vous nettoyer sur le terrain, hein, si vous avez une blessure et pas d'eau courante, il faut pisser dessus. Vous expulsez le premier jet et après, c'est un liquide à peu près propre. Alors il ne faut pas le boire parce qu'il contient des choses qui ne sont pas bonnes pour notre organisme. Mais voilà. Donc vous voyez que vous, c'est une solution. En plus, il y en a là aussi. Vous produisez 100 kg de déchets organiques par an. Souvent, les gens se demandent qu'est-ce qu'il faut faire de notre corps à la fin? Est-ce qu'il faut se faire enterrer dans du sol pour devenir de l'humus?
Posez-vous déjà la question de votre poubelle. Vous faites un cadavre par an et ça, il y a de l'azote et du phosphate. Au total, on pense que nos déchets, c'est 20 à 50% des besoins de l'agriculture française qui produit 2 fois plus qu'on consomme en France en plus. Donc c'est... Parce qu'on exporte beaucoup. C'est 20 à 50% des besoins de l'agriculture française en azote et en phosphate. Vous y êtes? Et ça, c'est une solution. Parce que comme le cadmium, il reste dans vos organismes, bah, c'est un engrais sans cadmium. Hein. Vous y êtes? La solution, c'est vous. Le lien à la nature, c'est pas juste qu'est-ce que la nature peut faire pour moi, c'est aussi qu'est-ce que moi, je peux faire pour la nature. Et ben voilà, il va falloir demain qu'on ait des pipiducs qui aillent dans des stations où on récupère l'urine et où on la valorise. C'est pas une vision d'esprit, il y a des laboratoires, des ponts de chaussée qui travaillent là-dessus. Il y a des bâtiments à Paris où vous avez des toilettes séparées, où vous faites pipi d'un côté et caca de l'autre, et donc le pipi est récupéré séparément et on retourne dans les champs. Alors vous allez me dire, oui, mais il va falloir rouvrir les rues pour avoir un collecteur spécial. Ah, c'est vrai. Déjà qu'on n'a pas pu le faire pour la fibre. Ah oui, ça demande des aménagements. Je suis d'accord que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais voilà, des solutions, vous en voulez. Ben voilà. Les déchets du pur meilleur, ça se trie. Il y a ceux qu'on ne peut pas se permettre et ceux qui, au contraire, devraient être valorisés, alors que vos impôts servent juste à les disperser dans la nature, dans les stations d'épuration. Pendant que les agriculteurs se ruinent à acheter de la fertilité. Non, vraiment, ça se trie. Il y a ceux qu'on ne peut pas se permettre et ceux qui sont des solutions. Bon. C'est clair que la nature n'est pas bien faite. On commence à avoir vu des trucs qui étaient... Hein, ouais, ça aussi, ça pourrait être la fin d'un mythe. Il faut aussi savoir que tout ce qui est naturel est bon. Ça va? Il y a la vache, le blé, le coronavirus, et ces connes-là qui ont foutu tout en l'air pour 1 milliard d'années, quoi. Quand même. Non? Bon. La nature n'est pas bien faite, elle est faite de tas de choses dont certaines nous sont profitables et d'autres moins. D'accord? Ok. C'est important parce que maintenant nous allons arriver à un chapitre difficile. Il y a des hommes et des femmes dans la population. Alors, entendons-nous, il y a des hommes et des femmes biologiquement. Après, en termes de comportement sexuel, ça je ne vais pas en parler. Il y a tous les comportements qu'on veut. Moi, je parle des hommes morpho-anatomiques et des femmes morpho-anatomiques. Et en fait, il y a cette idée que les sexes sont égaux. Et c'est pas vrai. Je vais vous le démontrer de la façon suivante. Alors, bon, historiquement, on disait, de toute façon, la femme est une côtelette améliorée. Donc déjà, même dans la Bible, c'est pas écrit comme ça. Mais pour être sérieux un instant, voilà un endroit où on considère que les sexes sont égaux, c'est les notices des produits pharmaceutiques. Il n'y a pas écrit si vous êtes une femme. Alors, si vous êtes une femme enceinte, ouais, éventuellement, mais... Sinon, c'est pareil. Le bilan, c'est que comme, jusqu'à une date récente, ça change. Les tests étaient faits sur des hommes, ben les dosages, c'est pour les hommes. Et du coup, les femmes ont 2 fois plus fréquemment des effets secondaires que les hommes, qui sont en moyenne 2 fois plus intenses. Voilà. En réalité, l'égalité ne marche pas en médecine. Un autre exemple, c'est la crise cardiaque. Vous savez les symptômes de la crise cardiaque? Ben, c'est les symptômes de la crise cardiaque masculine. Comme on ne décrit pas celle des femmes, que les médecins osent appeler syndrome atypique. Mais en fait, ils ne sont pas atypiques, ils sont juste différents. Et bien, les femmes ne savent pas quand elles font des crises cardiaques. Elles vomissent, elles ont des vertiges, elles n'ont pas la barre. Enfin, des fois si, mais pas toujours, plutôt rarement. Et elles sont prises en charge en moyenne 30 minutes plus tard que les hommes en France. Dommage, quand on sait que c'est les 10 premières qui comptent. Là, vous avez de l'égalité. Ça ne marche pas. Enfin, peut-être avez-vous déjà vu une femme nue ou un homme nu en face de vous. Peut-être vous savez que c'est pas pareil. Oui, enfin, je pense... Non, mais maintenant, il faut qu'on aille au fond de ça. Alors, on va y aller au fond. D'ailleurs, un autre endroit où ça tue, parce que là, ça tue, vous allez voir, c'est que les mannequins qui servent à faire des tests crash étaient jusqu'à une date récente, ça change, masculinoïdes. Eh ouais. Et du coup, en cas d'accident, la surmortalité des femmes est de 16%. Collision frontale, 46%. Alors ça ne se voit pas parce que les femmes ont moins d'accidents que les hommes, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on ne voit pas de surmortalité féminine. Mais en termes de risque par accident, elle est énorme. Ça tue, le mythe. Ok? Donc une femme, c'est pas un homme. Il faut qu'on se débrouille
pour qu'ensuite nos sociétés créent une égalité par là-dessus. Ça c'est clair. Je ne suis pas en train de dire que puisque c'est dans la nature, c'est bien, puisque je vous ai dit que la nature n'est pas bien faite. Ça va? Je ne suis pas en train de justifier que les hommes tapent sur les femmes. D'ailleurs, vous allez voir qu'ils font pire même. On y va? Rentrons dans le détail de l'horreur. Les hommes et les femmes, et d'une façon générale, les femelles et les mâles, on va essayer de parler un petit peu d'animaux là, hein, ça va nous détendre. Quand vous allez voir ce qu'ils font, vous allez voir que c'est pas... Bon, mais enfin, on va parler aussi d'animaux. Les mâles et les femelles, en général, et notamment en femelles, ils ne marchent pas pareil. Ce qu'on appelle le mâle, c'est celui qui investit le moins dans la reproduction, genre un spermatozoïde. Ce qu'on appelle la femelle, c'est celui des deux sexes qui investit le plus, genre 9 mois de gestation, l'allaitement, et en plus, si le mec s'est barré, de s'occuper du gamin. D'accord? Ça va? C'est ça la définition biologique stricte des mâles et des femelles. Et alors, des fois, il y a des trucs un peu bizarres. Par exemple, chez les hippocampes, en fait, celui qui donne les spermatozoïdes, c'est lui qui va élever les petits dans une poche spéciale. Donc c'est le mâle parce qu'il fait des spermatozoïdes, mais en fait c'est la femelle de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans cette... Enfin, je ne vais pas vous la raconter, mais dans cette espèce-là, c'est les femelles qui violent les mâles. Bon, alors, venons-en. Chez l'homme, le record du nombre de descendants pour un mâle, c'est soi-disant 800. Alors 800, c'est un aïeul du roi du Maroc actuel, et on est à peu près sûr que les enfants sont de lui parce qu'il y avait un harem, donc les seuls spermatozoïdes qui rentraient... Mais 800, si vous faites le calcul, je pense qu'il y a un peu de galéjade. Il faut vraiment s'y prendre bien plusieurs fois par nuit avec des femmes fertiles. Donc, bon. En tout cas, vous m'accorderez qu'avoir 50 ou 70 gamins, c'est facile pour un homme sur le papier. Pour les femmes, je vous laisse un instant deviner quel est le record du nombre d'enfants chez les femmes. Allez, des chiffres. 25, il n'y est pas. Par deux femmes dont on n'a pas le prénom, on n'a que le nom et le prénom de leur mari, une paysanne russe au XVIIe, vous allez dire, ouais, la Russie plus le XVIIe, la qualité de l'information, et une bourgeoise autrichienne au XIXe, une viennoise. En fait, c'est des femmes qui ont des polyovulations, et dans les deux cas, c'est à peu près 27 gestations. Mais avec plusieurs enfants à chaque fois. Madame Scheinberg, a priori, elle a gardé tous ses enfants. Il y a une jeune africaine qui vient de se faire enlever les ovaires, parce qu'elle avait aussi des polyovulations, au 45e enfant. Et là, c'est de la donnée récente, hein, donc il n'y a pas de galéjade. Hein. D'accord? C'est pas une dépêche de l'agence TAS. La logique pour un mâle, comme il n'investit pas beaucoup, comment avoir plus de descendants? Avoir plus de partenaires qu'il féconde. La logique pour les femelles, c'est pas d'avoir plus de partenaires, parce qu'à un moment, elle va être limitée par les ressources, puisqu'elle investit plus. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est avoir des partenaires de qualité, de façon à ce que chacun des descendants survive mieux. Vous y êtes? Donc, pour le mâle, c'est une stratégie numérique. Pour la femelle, c'est une stratégie qualitative. La qualité, là, et la quantité. Il faudrait que je mette la quantité. On voit bien que c'est quantité, qualité. Ça va? Maintenant, malheureusement, ça a sculpté des comportements dans les deux sexes atroces. Vous êtes prêts pour l'innommable? On commence par le mâle. Quel est le point commun entre ces deux espèces, en dehors du fait qu'elles sont sympas et un peu en voie de disparition? Les violeurs. Dans ces deux espèces, les mâles se comportent comme des... Ils violent à qui mieux mieux. C'est des espèces où il y a beaucoup de mâles violeurs. En fait, le viol, c'est toujours les mâles. Ah oui, ça augmente le nombre de partenaires. J'ai même chez les insectes un insecte chez lequel les mâles ont un organe du viol. C'est une pince abdominale que n'ont que les mâles, qui permet de maintenir la femelle en position d'accouplement. Si vous coupez la pince, le mâle arrive à s'accoupler avec les femelles consentantes, mais les autres, elles s'envolent et il ne retient pas. Il y a des organes du viol. Bon. Alors, le viol est une chose absolument insupportable, on n'est pas en train de le justifier, j'y reviendrai. Mais en fait, c'est les mâles qui violent partout, dans toutes les civilisations et dans toutes les espèces. Alors, quand c'est les femelles qui violent, c'est chez les hippocampes. C'est parce qu'en fait, elles font des ovules, oui, mais c'est pas elles qui investissent le plus parce qu'elles n'élèvent pas les petits.
Bah oui, si vous avez des traits génétiques, pas forcément un gène du viol, hein, mais une prédisposition génétique au viol, et ben vous faites plus de descendants et vous contribuez plus à la diversité. C'est juste cette bête sélection naturelle qui ici travaille d'une façon assez atroce. Ça va? Enfin non, ça va pas. Vous comprenez que quelque part, on vit une période où on ne peut plus accepter les dérives des hommes. D'autant plus qu'aujourd'hui, les pulsions pour agresser les partenaires n'ont même plus un avantage évolutif. Et les mecs qui sont passés sur cette sainte moderne, hein, ils n'ont pas eu des enfants. C'est juste un reste d'une époque où effectivement ont été sélectionnés des traits qui conduisaient au viol. Mais aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Et surtout, c'est insupportable. Et ça doit cesser. La coercition sexuelle masculine, elle est sélectionnée. Et elle explique une partie de ce qui se passe. Je n'ai pas dit que ce n'est pas aussi culturel. Moi, je vis dans un pays où longtemps on a dit « Ah oui, les crimes passionnels, c'est une circonstance atténuante. » Mais c'était toujours des mecs. Hein, je rappelle qu'en France, il y a 60 fois plus de dépôts de plainte de femmes pour des viols que d'hommes. Ouais. On sait que les hommes, souvent, quand ils déposent plainte pour ça, c'est souvent de l'instrumentalisation, alors que pour les femmes, on pense que c'est moins de 10% des femmes qui portent plainte. Oui, vous voyez le bordel, hein. C'est pas supportable. Donc, il faut qu'on explique aux plus jeunes, sans les culpabiliser, que c'est un risque, c'est quelque chose de naturel, mais pas d'acceptable pour autant. Et il faut vraiment qu'on aille au-devant de ça. Et on voit très bien qu'on n'y arrive pas, parce que MeToo nous explique tous les jours qu'on a raté ça. Et quand vous observez toutes les civilisations qui vous entourent, elles l'ont pratiquement toutes raté aussi. Alors moi je veux bien qu'on me dise que c'est culturel, ça l'est en partie, mais il y a aussi une tendance biologique, et ça, il faut y être préparé et résoudre ce problème. Quand je vous parle de la plaque dentaire, que je vous dis qu'elle s'épaissit de jour en jour, et qu'au bout d'une certaine épaisseur, il y a des bactéries qui se développent et qui font des trous dans les dents, est-ce que je suis en train de justifier la plaque dentaire? Non. Un, je vous dis que c'est insupportable, et deux, je vous dis comment faire contre. Il suffit de se brosser les dents. Et bien, brosser votre vie sexuelle, ça vous fera du bien. Alors, maintenant, le problème, c'est que les femmes font aussi des trucs bizarres. Vous êtes prêts? Vous vous rappelez que les femmes et les femelles en général, c'est le choix d'un partenaire de qualité qui assurera, qui est la seule façon d'améliorer la quantité de descendants en améliorant leur survie. Comment se trouver un partenaire de bonne qualité? Quel est le point commun entre ces deux espèces? En dehors du fait que celle-là est en voie de disparition et qu'elles sont plutôt sympas. Les mâles ont des ornements absolument incroyables. Mais incroyables au sens, à quoi ça leur sert? Ça peut faire 10 kilos de pierre. Hein, c'est de l'os. Ça repousse chaque année. Et chaque année, ces pauvres bêtes, ils se foutent sur la tête 10 kilos de pierre. Tout ça pour courir devant des prédateurs ou courir en forêt. Vous y êtes? 10 kilos de pierre. Enfin, 10 kilos de pierre, c'est quand vraiment la ramure est grande. Mais c'est au moins 5-6 kilos de pierre. À quoi ça sert? Surtout qu'en plus, vous allez me dire, ça sert à se battre. En fait, il n'y a que l'andouillé de massacre qui est devant qui sert vraiment. Les autres ne servent pas beaucoup. Ils sont plutôt emmerdants quand vous êtes en train d'essayer de larder un adversaire. D'ailleurs, les biches, elles ont juste l'équivalent de l'andouillé de massacre. Une petite corde. Et ça suffit. À quoi ça sert? Les mâles, les hirondelles, ont des plumes caudales beaucoup plus longues que les femelles. Quand on a leur coupe, ils volent mieux. À quoi ça sert? Des conneries comme ça, il y en a plein. Alors, chez les insectes, petites, voilà. Chez les lucanes, le mâle, il a des mandibules super développées, tellement développées qu'elles ne servent plus à mâcher, et qu'elles mesurent la moitié de son corps. Chez les Théopsis, un petit groupe de mouches, les mâles ont des yeux pédonculés. Alors là, il faut faire attention à ne pas se cogner, hein. C'est un truc à faire de la vue, là. Vous y êtes? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a des trucs bizarres comportementaux. Par exemple, les groupies, quand ils voient un prédateur, les mâles, qu'est-ce qu'ils font? Alors, d'abord, ils regardent autour. Est-ce qu'il y a des femelles? S'il n'y a pas de femelles, ils se barrent. Hein. La meilleure chose à faire quand il y a un brochet qui arrive. Si jamais, et c'est pour ça qu'on les aime bien, l'aquariophilie, il y a un adversaire ou un prédateur qui se présente et qu'il y a des femelles, là, ils déplient
des grandes nageoires qui ne servent absolument pas à nager, hein, il n'y a pas besoin d'avoir toute cette voilure là, qui sont colorées et ils font les malins avant de se barrer s'ils peuvent. Bon. Il y a des fois des conduites, pas simplement hein, des traits morphologiques complètement aberrants. Qu'est-ce qui explique ça? Mais c'est tout bête. Imaginez qu'une femelle préfère un mâle qui a ces traits un peu handicapants. S'il survit à ce handicap, c'est qu'il est de très bonne qualité génétiquement par ailleurs. Et il ne peut pas faire semblant, hein, parce qu'avec 10 kg de pierre sur la tête, ou l'habitude de faire des conneries avec des nageoires, vous y êtes. S'il survit et qu'il se conduit comme ça, c'est qu'il est de bonne qualité. Si elles le prennent comme géniteur, eh bien, leur descendance sera de meilleure qualité. Et si elle est mâle, elle héritera du handicap. Et si elle est femelle, elle héritera de la préférence pour le handicap. Vous y êtes? Alors c'est pas bien fait ce truc, et ça explique que dans beaucoup d'espèces, les mâles sont flamboyants, ont des conduites débiles. On y arrive, hein. Vous y êtes? Eh bien, c'est pareil chez l'homme. Et c'est tellement le cas, il y a tellement de surmortalité masculine parce que les hommes ont des conduites à risque, je vais y revenir, que dans la sélection naturelle, il n'y a plus d'hommes que de femmes. Et quand vous arrivez à l'âge de reproduction, vous arrivez à 100%. Quand vous continuez encore, eh ben, les EHPAD sont vides d'hommes. Parmi les centenaires, c'est 1 pour 6. Vous y êtes? Qu'est-ce qui fait que les hommes plus? Au point que la sélection naturelle a sélectionné que, alors que, je vous passe des histoires de génétique, hein, mais il y a autant de spermatozoïdes X que de spermatozoïdes Y. Donc normalement, il devrait y avoir 100 hommes pour 100 femmes. Ben non, il y a un supplément d'hommes. Et bien ça, c'est une adaptation au fait que les hommes meurent plus. Il y a une surmortalité masculine. Alors, quelle est la cause de cette surmortalité? Disons-le d'emblée, la testostérone, c'est pas bon physiologiquement, ça abîme, et les hommes sont plus fragiles que les femmes. Bizarrement, le sexe faible par rapport aux maladies, c'est les hommes. Mais il n'y a pas que ça. Regardez plutôt. Entre 5 et 9 ans, il y a 10% de surmortalité masculine. Ça, c'est ce que je vous dis. C'est cette faiblesse physiologique. Hein, les hommes sont plus fragiles, ils meurent plus facilement. D'accord? C'est pas énorme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la puberté? Pouf, on gagne 40%. Quand on regarde les chiffres, il y a toujours une surmortalité physiologique, sensibilité aux maladies, voilà. Mais le reste, c'est quoi? Conduite à risque, sport extrême, prise de drogue, combat entre mecs. Bah oui, un homme c'est courageux, un homme ça ne pleure pas, un homme ça sait souffrir, un homme ça sait répondre quand c'est agressé. Putain, mais pourquoi on n'a pas le droit de se barrer comme tout le monde quand on se fait agresser? Vous y êtes? Il y a cette vision amplifiée culturellement qu'un homme, ça fait des tas de trucs extraordinaires comme cette connerie-là, quoi. Ça va? En fait, la surmortalité, après la puberté, c'est des conduites à risque. Pourquoi? Parce que les hommes, ils ont ces conduites à risque, surtout quand ils sont observés par des femmes. Les tests psychologiques le montrent. Vous y êtes? Comme les poissons combattants. Avant de faire une connerie, ils regardent qui y a autour. Et s'il y a des femmes, en moins déclarativement, ils sont plus prêts à faire des trucs courageux, étranges, bizarres, que s'il n'y a que des hommes ou des personnes. Ça va? En fait, nous aussi, il est léger, mais on a ce handicap chez les hommes. Ça tue les hommes avant l'âge de reproduction. Du coup, pour avoir 100% de l'âge de reproduction, notre espèce a été sélectionnée pour produire plus de mâles. Il y a des morts, hein. Ça va? Alors, on retrouve ce que je vous disais sur les femmes qui ne voient pas la surmortalité dans un accident de voiture parce qu'elles conduisent pas forcément mieux. Je sais, il y a un gros débat là-dessus, nous en parlerons, hein. Mais leur conduite est beaucoup moins accidentogène. D'ailleurs, quand on est venu, qui nous a fait chier dans sa voiture? Hein? Bah, c'était un mec. Je ne vais pas lâcher le morceau. Hein. Bon, je fais affaire à une histoire récente, mais qui n'a pas de valeur statistique, mais statistiquement, les faits sont là. Voilà. Donc, finalement, on a, si vous voulez, ce risque que les femmes explicitent une préférence pour des hommes courageux, quitte à ce que ce soit inutile, et que les hommes se sentent obligés d'être courageux pour plaire aux femmes. Il faut expliquer d'emblée que ça ne marche pas. D'ailleurs, regardez, moi, ma femme m'a fait un adorable petiot, que vous avez vu d'ailleurs, plutôt dans ce diaporama.
Et clairement, c'est ni le courage, ni la taille des pectoraux qu'elle a. Voilà, aujourd'hui, culturellement, on peut avoir un partenaire pour la vie, ou même pour quelques mois, hein, qui a d'autres qualités que d'être courageux. Je veux dire, hein, vous y êtes. Il y a plein d'autres critères. Mais quelque part, il rôde toujours cette impression qu'avec le courage, on capte les filles et une préférence des filles. Alors, il faut en tout cas éviter que ça traîne et que culturellement, on l'amplifie. Je pense que c'est clair. Alors, vous êtes peut-être un peu gêné par cette discussion parce que ça va dans l'intimité, mais oui, la nature est en vous très intimement, jusque dans votre sexualité, qui n'est pas qu'une construction culturelle. Mais il y a aussi une construction culturelle, sauf que jusqu'ici, ce qu'on voit, c'est qu'on m'a dit qu'un garçon devait être courageux, n'est-ce pas? Bah, la culture amplifie le problème. Et puis un garçon tombe les filles. C'est encore un moment où la culture peut amplifier les choses. Il y a une dimension culturelle, mais il faut faire attention qu'elle ne se développe pas toute seule en amplifiant la dimension biologique. Et puis, je vous l'avais dit, je ne suis pas en train de justifier le viol, je ne suis pas en train du tout de justifier que les garçons doivent prendre des risques pour choper les filles. Hein. La nature n'est pas bien faite, je vous l'ai dit, c'est une nature qui est en nous et de laquelle nous devons nous méfier. En fait, l'égalité et la complémentarité des sexes, ça se construit. Ce n'est pas une donnée de base, et notre culture doit vraiment prendre en main cette construction. Est-ce qu'on va en finir avec les mythes? Alors, il y en a plein d'autres, il y a un excellent livre pour ça. Il faut qu'on en finisse avec la conférence, déjà. Déjà, vous avez remarqué que notre lien au vivant, ben, on a du mal à le maintenir, et on a des gens comme Descola ou Morisot, alors je fais la pub des autres, hein, mais comme ils ne sont pas en vente, dommage. Trop dommage. Qui nous parle de nous reconnecter à la nature. La vérité est que Descola dit même que la nature n'existe pas. En fait, tout ça, c'est des vocabulaires un peu, à mon sens, inexacts. On est connecté, simplement, cette connexion, pour l'instant, n'est que le vecteur de choses qu'on ne veut pas, ou qu'on ne veut plus. En revanche, c'est vrai qu'en recomprenant comment ça marche, et en prenant conscience de cette connexion, il y a des outils pour vivre mieux demain. Mais cette connexion disparaît. Nous vivons en ville, vous voyez, donc la distance au lieu de nature le plus proche a reculé de 600 mètres en 20 ans, en moyenne dans le monde, parce qu'on est de plus en plus en ville. Et en plus, dans nos représentations culturelles, regardez dans les dessins animés Walt Disney, le temps dans la nature et le nombre d'espèces présentées par plan est en train de chuter, malgré Madagascar. Il ne se passe pas dans la nature, mais où il y a beaucoup de bestioles, et ben voilà, ça va. En fait, ce lien, il n'est pas en passe de se retisser. Et je milite au sein de cette fédération qui regroupe le muséum, des académies comme celle d'agriculture ou de médecine, des sociétés scientifiques, peut-être aussi des associations où vous êtes et qui veulent nous rejoindre. Nous militons pour un autre enseignement de la biologie et pour mettre la biologie dans les fondamentaux. Lire, écrire, compter, c'est bon, mais si on ne sait pas vivre, si c'est pour mourir d'un cancer à 50 ans, eh ben tu t'en fous de lire, écrire et compter. Et donc il y a un fondamental qu'on a loupé, et ce fondamental-là peut redonner du sens à des tas de choses qui pour l'instant sont des problèmes, mais peuvent en fait être solutionnés de façon évidente. Alors, maintenant le chemin qui mènera la société vers ces solutions évidentes, n'est pas évident, mais à terme on voit des horizons très clairs, on voit des bonnes nouvelles. En fait, ce que je vous raconte, c'est des catastrophes et en filigrane des solutions. Parce que la solution et la catastrophe, c'est la même chose, c'est le lien. J'aime prendre la métaphore de la chaussette. Voilà une chaussette de mon fils qui sort de la machine à laver. Alors on l'a retournée pour protéger la broderie, et quand vous la voyez sortir de la machine à laver, c'est pas beau. Un tas de poils, vous voyez, l'intérieur de la broderie, c'est pas beau. Vous retournez la chaussette, vous l'aplatissez un peu, et la chaussette vous dit qu'elle est un écureuil qui veut des bises. En fait, le truc, c'est qu'il faut qu'on retourne nos chaussettes. Pour l'instant, notre lien à la nature, c'est ça, mais en fait, en creux, ça pourrait être ça, et ça pourrait bien se passer. Comme dit cet anthropologue canadien, dont j'aime beaucoup citer cette phrase, la biologie n'est une fatalité que si on l'ignore. Si on ne l'ignore pas, c'est une solution. Si on l'ignore, bah, c'est une fatalité parce que les choses se passent mal. On pourrait presque faire un livre là-dessus, et c'est ce que je voulais vous raconter ce soir. Open bar, vas-y. Question. Question.
Vous avez fait faire un voyage jusqu'à 2 milliards d'années dans le passé pour expliquer tout ce que... Oui, j'avais pas le temps d'aller plus loin. C'est pas mal déjà. Et Gorge 2028, c'est le futur, quoi. C'est après l'Anthropocène. Et je voulais savoir comment vous imaginez un peu ces évolutions pour survivre à ce moment ou pour vivre. On va survivre avec 2,5 degrés, on a 1,5. Ça commence à être dur, hein, à Valence, par exemple. Voilà, c'est juste. Ouais. Qu'est-ce que voilà. Mais avec la Covid aussi, c'est dur. Et ça aussi, c'est des problèmes de réaliser qu'on est faible par rapport à des pathogènes. On dit souvent, l'homme n'a pas de prédateurs. C'est n'importe quoi. C'est juste qu'ils sont petits, alors on les appelle pas des prédateurs. Mais enfin, un virus ou une bactérie qui vous gangrène le pied au point que vous en mourrez, vous y êtes, puis qui s'énissent. On a des prédateurs, sauf qu'ils sont petits. On ne l'a pas compris, on ne sait pas s'en méfier, on ne sait pas prévenir leur émergence, on ne sait pas prévenir leur propagation. Et même quand on a une solution qui est vaccinale, et sachant qu'il y a les vaccins, ils ont des effets secondaires. Hein. On n'est pas en train de dire que les vaccins n'ont pas d'effets secondaires. Mais à un moment, il y a eu moins d'effets secondaires des vaccins que de morts de la Covid. C'est ça qu'on veut. Bah, à ce moment-là, on n'est pas prêt à prendre les choses en main. Bon, on peut discuter de cette question vaccinale très longtemps. N'empêche que l'idée de la stratégie vaccinale, même si vous pouvez trouver que dans tel ou tel épisode, elle n'a pas été à votre attente, c'est de dire, je prends un petit risque d'avoir des problèmes pour éviter un gros risque, 1, d'avoir maladie moi-même, et 2, de transmettre la maladie. Et en tout cas, le truc, c'est que on n'arrive pas, si vous voulez, à anticiper. Et c'est vrai que c'est un problème collectif qui ne se résout pas juste en disant « mais non, ça pourrait être comme ça ». Du coup, c'est important, et je pense à Bourges 2028. Alors, le thème, c'est... C'est de l'Anthropocène au Symbiocène. Ouais, Donc, en fait, retrouver les liens, et notamment les liens qui font synergie. Ça me paraît génial comme idée, et c'est très bien parce que c'est un des moments où on va créer des imaginaires, créer des raisonnements, apprendre des mécanismes, ou voir des cas d'école où ça marche. Vous y êtes? Parce que c'est ça qui nous manque. Pour l'instant, dans les dessins animés de Disney, on a de la pub pour former notre vision du monde. On a besoin de prendre activement en charge la fabrication d'une autre vision du monde. Et un événement comme ça, il est intéressant. Après, est-ce qu'il a la puissance de la publicité? Malheureusement, pas forcément. Surtout que la publicité est débridée. Elle est débridée, hein. Vous payez tous, en moyenne, 500 € par an de pub. Sous forme de chaussures un peu plus chères parce qu'il a fallu faire la pub, de costumes un peu plus chers parce qu'il a fallu faire la pub, de tomates un peu plus chères parce que y a une étiquette sur le cajou coloré, donc vous payez l'étiquette, hein, elle ne se mange pas. Ça va? 500 € par an. Ça vous fait triper, ça? Non. Pas moi. Ce que je voudrais, c'est que ces 500 €, on en fasse quelque chose, ou qu'ils restent dans ma poche. Et ce que je voudrais, c'est qu'au lieu que ce soit ça qui fabrique des imaginaires, et en fait, ça fabrique surtout des envies, d'ailleurs, la pub. Hein. Mais derrière des envies et un imaginaire, hein, le mec qui conduit sa voiture dans le plus grand silence, devant des paysages magnifiques. Comme si on ne peut pas faire ça, sac au dos, en regardant un film à la télé. En tout cas, le truc, hein, c'est qu'on a besoin de fabriquer des imaginaires, et aujourd'hui, la machine à fabriquer l'imaginaire, elle est très distraite, divertie par des impératifs commerciaux. Mais vous, le scientifique, vous ne projetez pas, vous évitez, c'est un jeu dangereux d'imaginer le futur. Même pour vous, qui avez la pratique de tout ce que vous nous dites, parce que je vous l'avais montré. Moi, j'ai été un colloque à l'hôtel de l'Est-Sud, qui est l'hôtel particulier qui est annexé à l'Assemblée nationale, hein, où il y a des colloques régulièrement, sur la France à plus 4 degrés. On m'a demandé de faire l'introduction. Donc, sur la France à plus 4 degrés, on est en train de s'y résoudre. Sachant que si on atteint plus 4 degrés, c'est qu'on sera encore en train d'aller vers plus 6, plus... Et j'ai commencé ma intervention comme ça. Parce que là, je vais parler de climat parce que c'est ce qui m'inquiète le plus. Et la biodiversité, la gestion des champs, il y a des solutions sur place. Tu gères ça toi-même. Par contre, des choses comme le climat, c'est collectif et ça me fait un peu flipper. Et j'ai commencé en racontant qu'il était une fois un endroit où il y avait de vastes plaines verdoyantes avec des grands étangs, même des lacs bourrés d'hippopotames, des gazelles qui couraient dans les prairies, des forêts. Cet endroit, on sait qu'il y a tout ça parce que des hommes ont gravé ça sur des parois rocheuses ou l'ont même peint. Cet endroit, c'est le Sahara. Ah oui, c'est le Sahara il y a 10 000 ans. Non, c'est le Sahara il y a 6 degrés.
il y a 6 degrés. Ah ouais. Donc la France à plus 4 degrés, c'est les 2/3 du chemin dans le Sahara. Et la France à 2 degrés, c'est 1/3 du chemin. En fait, vous allez me dire, oui, mais bon, il pleuvra toujours. Alors ça, c'est vrai, sauf qu'en 2080, il pleuvra autant, mais les pluies estivales auront diminué de 40%. D'où, 1, problème de production alimentaire, et 2, pluie désastreuse, tiens, ça vous rappelle quelque chose, en automne. Régime méditerranéen, mais avec un océan surchauffé qui balance des quantités d'eau énormes à la fin de l'été, parce que c'est la chaleur de l'océan qui permet l'évaporation dans l'air. Donc moi, oui, je dis, à un moment, il y a des choses où il faut cesser les conneries. Je n'ai pas déjà prononcé cette expression-là. Et je ne le dis pas comme militant, je le dis comme homme de bon sens et comme homme qui aime l'homme. Parce que je vais vous dire un truc. Mettez mon fils et quelques personnes que je connais qui ont des enfants, et donc je pense quand même que j'aimerais qu'ils vivent bien. Moi, je m'en fous. La partie est presque finie. Et ce fut une vaste jouissance. Pour moi, vous y êtes. Mais simplement, moi, je suis payé par vos impôts pour accumuler des connaissances et déboucher sur des perspectives d'action. Et donc, ce que je fais, là, je le fais pour nos enfants, hein, c'est pas pour moi. Si je me suis fait, pas chier, mais beaucoup de comment dire, beaucoup de tracas à écrire ce livre, qui était moins facile qu'un livre sur le sol, les tanins, les microbiotes. C'est parce que là, il y a, en fait, j'ai essayé d'aller au-devant de tout ce que je vois dans les gens et qui ne leur permet pas de prendre la bonne direction quand ils ont un problème. Vous y êtes? Si j'avais voulu continuer à mes histoires, j'aurais tout de suite écrit le livre que je voulais écrire à la place, c'était un livre sur la vigne et le vin. Ça serait peut-être même plus vendu. Ou j'aurais fait celui que je vais écrire cet été directement, mais qui a quand même une leçon, lui, donc je vais quand même l'écrire, sur la domestication. Des plantes, des animaux et des champignons. Mais, si vous voulez, voilà, moi c'est ma réponse. Et c'est très insupportable de voir que les gens se dirigent massivement à l'opposé de l'issue de secours. Ça répond à la question. Et il y a de l'indignation, mais c'est... Voilà, alors moi je fais l'indignation en cravate pour l'instant. Mais un jour, c'est pas interdit que j'aille détruire la Joconde, quoi. La Joconde, c'est un détail par rapport à la vie des gens à Valence en ce moment, quoi. Okay. Merci pour le Sahara, je crois que c'est l'image la plus limpide à capter. Ben oui. 6 degrés. Alors, il y a aussi il y a eu dans le Sahara des gros changements de régime hydrique qu'on n'aura pas forcément à ce point-là en Europe. Mais quand même, en fait d'ailleurs on ne sait rien. Personne ne connaît vraiment les régimes hydriques à plus 6 degrés. J'aurais aimé avoir votre opinion sur une question qui est relative à l'être humain. 1,4 milliard d'Hindous, 1,4 milliard de Chinois. Qu'est-ce que ça peut faire comme conséquence, compte tenu de la conférence que vous avez dit sur l'économie? En fait, c'est vrai que la démographie est un suraccident. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent vivre à l'européenne. D'accord? Donc plus il y a de gens, plus il y a de risques qu'il y ait de gens qui vivent comme la classe moyenne européenne. Je rappelle que nous, le jour du déplacement, le jour où on a utilisé la planète, hein, c'est quelque part en mars. Début mars. Pour le monde, c'est août. Pour nous, c'est mars. Heureusement qu'il y a 1,4 milliard hindous qui, eux, sont plutôt de mémoire en septembre, octobre, pour faire la moyenne. Vous y êtes? Donc, c'est vrai que la démographie est une partie du problème. Mais ne nous leurrons pas, le problème environnemental qu'on a maintenant, c'est la façon dont consomme 10% de l'humanité. Ce n'est pas encore un problème démographique. La démographie va être un suraccident là-dessus. Et en Chine, effectivement, on a une émergence forte de la classe moyenne qui accroît la pression sur l'environnement. Mais vous voyez, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir est-ce qu'on était trop nombreux, est-ce que la crise environnementale était démographique. C'est un géographe qui a écrit un livre qui s'est vendu même sur les quais de gare. Hein. On a trouvé dans les librairies de... Moi, je n'ai jamais eu le droit d'être vendu dans les librairies des quais de gare. Mais il a été pas mal ce livre. Et à la fin, il conclut, bah ouais, un peu, mais bon, non, pas que. Ça va savoir si la démographie est la cause des problèmes environnementaux qu'on a. C'est plus compliqué. C'est surtout notre conduite, enfin, c'est la répétition de conduites individuelles qui ne sont pas soutenables. Et d'ailleurs, par parenthèse, quand je dis ça, je ne m'exempte pas de ça.
Je vais vous dire un truc, moi je suis Platinium sur Air France. Pourquoi? Parce que quand je dois faire une conférence à Toulon un soir, à Toulouse le lendemain, et rentrer avoir une vie de famille le week-end, bah, je prends l'avion. J'ai fait le pari que, comme les avions ne cesseront pas de voler si les universitaires cessent de voler, autant utiliser les avions pour transporter des idées. Alors, qui suis-je pour m'arroger le droit de décider ça? Ça, c'est une autre question. Hein, je pourrais peut-être vous faire voter plutôt. Mais, après cette conférence, ce ne serait pas honnête, ce serait de la manipulation. Non, revenons à ça. Aujourd'hui, je ne sais pas diffuser mon alerte autrement qu'en utilisant les moyens qui abîment. On est tous pareils. Donc c'est dur. Et quand je pointe du doigt ça, je ne suis pas en train de dire « toi, tu ne devrais pas faire ça ». Non, on est tous pris au piège de ça. Vous parlez de votre expérience de non, mais je sais, c'est dans ce sens-là que je la décris. Tous. Oui. Moi, je suis maman à la campagne, il faut que je circule en voiture tout le temps parce que j'en ai mes enfants partout. Je suis prisonnière de la voiture. Je donnais mon exemple comme Oui, la présentation mais d'un truc. je réagis en disant parce que je pense que tout le monde a cette culpabilité-là. Oui, si vous êtes dans l'idéal qui est la campagne, une vie pavillonnaire, moi j'ai hésité pour, notamment quand on est en Suisse. Bah, ça ne marche pas parce que énergétiquement, il faut plus de déplacements. Quand vous avez une petite maison, bah, vous offrez à l'extérieur une surface par individu plus importante, alors que quand on est dans un immeuble, je ne parle pas d'un immeuble de 25 étages, je parle d'un immeuble de 3-4 étages, d'accord, avec un grand jardin autour, un habitation immense, là, bah, vous avez le thermie de masse, quoi, comme les pingouins. Vous savez, les pingouins, il y a ceux de l'extérieur qui souffrent, ceux de l'intérieur, ils souffrent moins. Donc l'idée, c'est d'être en tas, un peu gros, tout un ici. Vous y êtes. Le milieu pavillonnaire, excusez-moi, mais c'est pas un idéal génial environnementalement. On est tous nés là-dedans. Hein. Ce qui est idéal, c'est l'habitat semi-dense. Là, on a les transports en commun, on a des économies d'énergie. Pardon. non, juste le train, ça peut être une solution par rapport à l'avion pour se déplacer en France. Non Ah, je vois que vous n'êtes pas parisien. On fait 14 heures de train dans la journée. Et ça. C'est pas possible. Et vas-y, la solution, c'est. Je l'ai fait. Vous dites, ah, mais non, c'est trop loin. Ça fera trop de carbone, même en train. Un peu moins, c'est naturel. Je vous propose une visio. Ah oui, c'est vrai, la planète, vous avez bien raison. La planète, hein. Alors que le problème, c'est l'homme, c'est pas la planète. La Terre, elle n'est pas partie pour s'arrêter. Même si d'ailleurs, à cause du changement climatique, elle tourne moins vite. Bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, au moins ça. La planète, ok, les gens ils se disent, ah ouais, c'est vrai, c'est bien. Bon, on va vous rappeler, on étudie ça. Et ça s'arrête là. Et c'est un autre qui va raconter son histoire. Qui est-il? Et c'est un autre gens qui racontent des histoires que j'estime beaucoup, c'est pas le problème. Vous voyez, si vous voulez garder la main sur l'auditoire, il faut vous déplacer. Et je peux vous dire, hein, bon, moi, ce sera que du train cette semaine, d'accord? Oui, je vais dire, ce sera que du train. Bourges, Lyon, Lille, Nice. Et dimanche, comme l'autre, je me repose. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'il faut aller servir le truc aux gens là où ils le demandent. Hein. Vous auriez voulu une visio, vous? Ah non. Non. C'est aussi de la pollution numérique. Hein. On en parle jamais. Ah oui, ma conférence, cette conférence-là, il doit y avoir 4 saisies sur Internet, celle sur les sols, il doit y avoir 18 saisies, tout ça c'est stocké quelque part, il suffirait d'en stocker une. On n'a pas le droit au tri numérique. Hein. Et à partir d'un certain niveau de notoriété qui n'est pas très élevé. Hein. Dès que vous faites caca, quelqu'un est en train de filmer et le mettre sur Internet. Donc, pollution numérique, on peut en parler aussi pour les captages vidéo. Je suis désolé parce que c'est peut-être un captage vidéo pour Internet. Non mais tu vois c'est le moment où vous l'avez fait parce que vous avez tenu à faire bien avec l'argent du contribuable. Et moi j'ai pas dit je viens que si tu finis pas. Là c'est. On retourne à ce qu'on disait. Ça rend du mal à. Il faut faire une génération qui peut-être soit plus préparée en amont à dire attends, on va faire ça, quelles sont les conséquences? Donc, vous abordez la question de l'efficacité là.
du déplacement. J'ai juste envie de vous poser la question de l'efficacité de la production des aliments. Est-ce que ça, vous le traitez, et comment? C'est-à-dire, on peut planter une graine, en récolter 2, on peut en planter une, en récolter 10, et forcément, l'homme intervient dans tout ça. Donc je pense forcément à l'agriculture, là, mais, mais comment vous voyez ça? C'est-à-dire cette efficacité de l'homme qui crée des choses, qui a ses nuisances. Comment vous abordez ce thème-là? J'y consacre quelques pages là-dedans, hein, et puis aussi dans l'origine du monde, là, le livre sur les sols. Aujourd'hui, l'agroécologie, qui est une façon d'utiliser l'agronomie pour faire de l'écologie. Alors, bon, vous ne serez sans doute pas à Bordeaux, mais la Fédération Biogé, dont je vous parlais, organise à Bordeaux, avec Janine Gourmaud comme maître des cérémonies, un événement. Donc c'est demain soir. Oui, c'est demain soir, à Bordeaux. Un événement, non, c'est après-demain, c'est le 14. Un événement sur l'agroécologie, grand public, 19h30, 23h, avec des gens qui vont parler, je parlerai des tables rondes et puis des temps pour les questions. Parce que l'agroécologie, dans certains cas, ça revient à produire plus, avec, sinon moins d'efforts, déjà moins de surface. Je vous donne un exemple. L'agroforesterie, il consiste à avoir des arbres au-dessus des cultures. Bien sûr, il y a concurrence, mais pas que. Les feuilles des arbres restent après la récolte, et les feuilles des cultures annuelles sont sorties avant celles des arbres. Donc vous utilisez mieux la lumière. De même, les racines des arbres en profond, tandis que l'enracinement des plantes annuelles est superficiel, vous utilisez mieux le sol. Et le bilan, c'est que quand vous regardez qu'est-ce que vous produisez comme bois et comme céréales sur un hectare, et que vous dites, mais quelle surface il me faudrait de pur bois et de pure céréales pour faire autant, vous tombez sur 0,6 hectares de forêt et 0,8 hectares de culture annuelle, soit 1,4 hectares. Ça va? Vous allez dire, ouais, mais je ne mange pas le bois. On trouve le même chiffre sur les mélanges céréales légumineuses. Genre fèves, pois chiches, plus blé ou orge. Voilà. Ajoutez à ça que nous jetons à la poubelle un tiers de l'alimentation, il n'y a pas de problème théorique sur le papier à changer de modèle agricole. Le problème, c'est qu'il y a une transition qui est difficile, parce qu'il faut changer d'outil. Évidemment, on ne sème pas, on ne récolte pas une culture de céréales légumineuses comme une pure culture légumineuse de pois. Et là, en gros, on est en train de dire, eh ben, hop, allez, les agriculteurs s'y mettent. Avec quel argent? Sachant qu'ils n'en ont plutôt pas. Mais s'ils achètent des engrais, vu que personne ne veut faire pipi dans leur champ. Vous y êtes? Donc, je retourne à ça. Le point sur l'horizon, il est clair, pour moi. C'est la transition qui est difficile. Ça répond à votre question. Mais moi, j'ai pas de doute. Mais après, ça ne marche pas toujours. Vous pouvez mélanger deux cultures qui ne marchent absolument pas. Je parle du bon mélange. Évaluer. Et alors, en plus, aujourd'hui, comme on a des variétés assez serrées, on peut très bien savoir qui se mélange et qui ne se mélange pas. On peut même sélectionner pour le mélange. Ah oui, parce que le résultat que je vous donne, c'est en prenant des variétés qui ne sont pas faites pour pousser en mélange. Elles ne sont pas sélectionnées pour ça. Donc avec de la sélection, on peut peut-être même faire mieux. Il y a de l'espoir. Le vrai problème, c'est celui de la transition sociétale, et c'est pour ça qu'il est temps de préparer nos petits à être plus à même d'explorer les possibles que nous ne l'avons été. Ça, hein, c'est peut-être la plus grande chose qui m'a été donnée de faire. Et pourtant, on n'a encore rien tous les résultats. Mais c'est les enfants, l'espoir. C'est pour eux qu'on fait ça. Quelle est la réaction du monde politique face aux conférences? On attend toujours que la directrice de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale, la dernière nommée, nous réponde. Au moins, allez vous faire foutre. Troisième mail, pas de réponse. Standard du ministère, non, on ne connaît pas. Voilà. Il y a derrière ça l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie d'agriculture, l'Académie des sciences et d'écologie, l'Académie vétérinaire. Il y a 6 académies, il y a le muséum, bien sûr, il y a une 60aine de sociétés scientifiques, les juristes du droit de l'environnement, les journalistes de l'environnement, il y a tout plein d'associations, il y a des consortiums d'entreprises, il y a la moitié du CAC 40, mais qui est là du bout des lèvres. Pas un euro, si, 100 € de cotisation. Vraiment, hein, si vous avez des façons de pousser ça, c'est la façon de pousser la voie des sciences du vivant. Et en plus, si vous allez sur notre site, vous verrez que
nous, ce qu'on veut, on ne dit pas que ça nous appartient qu'à nous. On veut aussi plus d'interdisciplinarité. Parce que tant qu'on ne fait pas rentrer le vivant dans l'économie, ou dans la sociologie, tant qu'on n'a pas des maths et de la physique pour comprendre comment marche le vivant, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, toutes les disciplines enseignent leurs trucs dans leur coin et ne se font pas la courte échelle vers la compréhension. Bon, c'était l'instant biogé. Une question? Est-ce que vous avez parlé des hommes et des femmes? Oui, pardon, vous avez parlé des hommes et des femmes. Quelle est la place de l'homosexualité là-dedans? Alors, ça c'est... Quand j'ai écrit ce livre, quand je suis arrivé au chapitre où j'explique que le viol c'est naturel, après avoir dit que la nature n'est pas bien faite, c'est bon. Parce qu'il y a quand même dans ce livre, j'arrive tout de suite à la réponse, hein, mais je commence par planter le décor, il y a les titres de chapitre, il y a le mythe, il est rayé. Et donc moi, j'ai écrit un livre où il est rayé que l'homme est l'égal de la femme. Où il est rayé que les femmes sont faites pour les hommes et vice-versa. Parce que ce que je veux, c'est qu'on le construise, c'est pas une donnée de base. Donc j'ai beaucoup hésité. Je me dis, bon, le livre, il est déjà épais, Marc-André, est-ce que tu vas écrire ces 2 chapitres ou tu risques de te prendre tout dans la gueule? Je dis merci pour l'instant, même quand je présente ça à des jeunes étudiants, à HEC ou à l'école d'agro, bon, j'ai des discussions un peu chaudes après, parce qu'il y a des filles qui me disent, non mais c'est quand même violent ce que tu fais, mais ça passe. Mais j'ai pris ce risque, et je me suis dit, bon, bah t'es là, on va pas aller plus loin, et par contre, j'ai cédé, j'ai démissionné sur l'homosexualité. Avec un raisonnement coupable qui est de dire, je traite le problème qui est le problème de 60 à 70% des gens, alors que si je commence à parler de l'homosexualité, le problème il est numériquement secondaire. Alors, il est numériquement secondaire parce qu'en termes de harcèlement, on voit très bien en ce moment que la communauté LGBT subit plus de harcèlement que les femmes. Donc on pourrait me rétorquer que mon raisonnement n'est pas équilibré par rapport à la souffrance vécue. Ok, j'ai fait ce pas. Maintenant, je peux quand même faire une réponse. On sait que sur l'homosexualité masculine, il y a une tendance génétique. Il n'y a pas, là encore, c'est pas un gène de. C'est juste que dans le génome, il y a des gènes qui favorisent ça. Et il y a des familles dans lesquelles il y a plus souvent d'homosexualité que dans d'autres. C'est très difficile à expliquer parce qu'a priori, l'homosexualité n'augmente pas le nombre de descendants. Bah non. Enfin, ça n'empêche pas de faire des enfants, mais souvent ça donne un désappétit des actes sexuels qui sont fécondants. D'où ça sort. Alors en fait, il y a notamment une explication qui est basée sur des faits, hein, qui a été validée par des faits, qui dit c'est en fait des gènes qui vont fonctionner qui vont accroître le nombre de descendants des filles au détriment de ce qui se passe sur les garçons. Donc en fait, là, l'homosexualité, dans cette interprétation-là, est une sorte de balle perdue d'une amélioration de la fertilité féminine. Bon. Le deuxième grand réseau d'explications, c'est de remarquer que, en plus, ça marche souvent quand le rang dans la fratrie est élevé. C'est-à-dire que très souvent, c'est quand il y a eu des filles et des garçons avant. Alors, c'est pas toujours comme ça, on peut être l'aîné homosexuel, ça c'est pas le problème. Donc l'idée, ce serait de se dire, en fait, à partir d'un certain nombre de descendants, ce qui compte, c'est d'avoir quelqu'un qui va tourner dans la famille, et pas forcément faire des descendants, parce que là, les ressources vont éventuellement être limitantes, mais donner un coup de main. Bon. En fait, on rame, parce qu'on ne sait pas bien l'expliquer, mais on sait qu'il y a une tendance génétique, et on sait que, de toute façon, il y a aussi un fait culturel. On n'est pas en train de dire que c'est que génétique. Bon. Pour les femmes, alors là, pour les femmes, c'est moins étudié, parce que les femmes, bah, c'est les femmes. Hein. Voilà. Donc l'homosexualité féminine est moins étudiée, mais il y a des gens qui ont cherché des pédigrés, des traces de déterminisme génétique, ça ne marche pas. Très bien. Et donc on pense que l'homosexualité féminine est très différente de l'homosexualité masculine, sachant que c'est facile de dire ça comme ça, mais il y a plein de formes d'homosexualité, je pense, donc en plus c'est un peu réducteur, mais pour les femmes en particulier, on observe que les femmes qui pratiquent l'homosexualité féminine sont assez massivement pas réticentes à des relations sexuelles avec des hommes. C'est pas aussi exclusif que chez les hommes. Pas aussi. On va dire qu'il n'y a pas des femmes qui refusent complètement de liens avec des hommes, mais il semblerait que chez les femmes, les conduites homosexuelles soient moins alternatives à une conduite hétérosexuelle. Et en plus, on n'a pas de preuve que ce soit génétique, sauf dans un dernier papier que j'ai reçu il y a un mois, que je n'ai pas lu,
qui semblerait trouver des preuves d'une hérédité. Mais c'est toujours l'hérédité d'une tendance. On ne va pas, en fonction de votre période, dire « Oh là là, bah lui, il a 0,5% de chance de devenir homosexuel ». Voilà l'état des connaissances que je peux vous livrer. Et est-ce que ça s'applique au reste des autres animaux que les humains? Alors ça, c'est aussi une question très discutée. Il y a eu de très bons textes de Vincent Savalanen là-dessus, qui est lui-même homosexuel et qui s'est posé la question de savoir, bah, au fait, ce que je suis, est-ce que c'est un truc qui est dans la nature? Alors, c'est très compliqué. Le résumé, c'est que l'homosexualité stricte qu'on a rarement chez les femmes, mais qu'on a quand même des fois chez les femmes, et plus souvent chez les hommes, c'est pas quelque chose qu'on observe dans la nature. C'est plus de la bisexualité qu'on va... Oui, et puis des conduites où, quand il n'y a pas de partenaire, c'est l'homosexualité des prisons par exemple, hein. Quand il n'y a pas l'autre sexe, ben, l'envie de sexe fait que finalement, voilà, faute de gré, on se contente de merde. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la préférence, on est dans... Voilà. Donc c'est ça, après, voilà, et c'est vrai que vous comprendrez qu'après mon exposé, je ne vais pas vous dire, puisque c'est dans la nature, c'est normal. Le raisonnement qui consiste à dire c'est naturel, donc c'est normal, ça je le ferai surtout plus maintenant. Hein. Donc ça ne me gêne pas que ce soit propre à l'homme. Après tout, il y a quelques traits par lesquels on diffère des autres espèces. C'est pas... c'est tout ce que je veux vous dire là-dessus, et c'est ce que je n'ai pas écrit, parce que je me suis dit que bon, ça allait, il fallait aller vers la conclusion à un moment. Et je me suis enfui lâchement vers la conclusion, ayant quand même déjà expliqué pas mal de choses, vous en verrez d'autres si vous lisez le livre, quand même assez salé. Hein. Et notamment pourquoi les femmes ont une ménopause et pas les hommes. Une des raisons, c'est que les femmes n'ont pas toujours des descendants avec leurs partenaires attitrés, parce qu'elles ont beau avoir moins de relations sexuelles éventuellement avec les autres, par le biais de l'orgasme, elles se font féconder plus quand elles prennent plaisir, et donc les relations hors du couple sont plus fécondantes que les relations dans le couple. C'est sans doute une des raisons d'être dans l'orgasme. Il y a des chiffres hein, dans le livre, c'est pas juste comme ça. Vous découvrirez des choses assez bizarres. Vous découvrirez la différence entre l'orgasme mâle et l'orgasme femelle, qui n'ont rien à voir. L'orgasme mâle, hein, on l'a toujours. Vraiment s'y prendre mal pour ne pas y arriver. L'orgasme féminin, parce qu'il y a des orgasmes chez les animaux, mais là c'est difficile de faire des micro-trottoirs. Mais l'orgasme féminin, c'est pas un Graal. Hein. C'est un Graal, mais c'est pas une assurance. Sur cette bonne parole, on va...